Bon, moi je suis très content d'être ici parce qu'il y a 50 combien 51 ans ou deux, je sortais d'ici, comme vous, 3e année, je finissais ma 3e année. Donc ça fait un petit bout de temps, c'est une vie. C'est intéressant de savoir comment on peut se déglinguer après ce que vous emmagasinez et dire voilà la ruine qu'on va devenir quand on aura ça. Hein, c'est sympa, non? Non, mais c'est un parcours, c'en est un. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, alors tu me dis aussi non, ça leur va pas du tout, c'est pas ça qui vous intéresse. Moi, ce que j'avais dans la tête, c'est que j'ai une préparation là, de 500 et quelques diapos. Donc, non, mais n'ayez pas peur, on saute, on peut avancer. Vous me dites, ouais, parce qu'il y a des diapos, je passe 25 minutes pour expliquer une diapo. Et ça vaut la peine. Je vais vous montrer quelques exemples d'ailleurs de ce genre de diapos. Donc je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Je n'ai pas le temps. Matériellement, c'est impossible. Par contre, c'est peut-être vous donner une envie. Peut-être. Mais je pense que ça, c'est possible. Pour ceux qui aiment l'agronomie, je pense que je peux donner envie, j'en donne à beaucoup de gens dans le monde, c'est de dire, bah, c'est super, on pourrait essayer ça c'est porteur. On a l'impression qu'il y a quand même une vision, vous allez voir, de l'avenir. Vous allez voir que c'est des changements de paradigme. Là, on est au milieu des labours, là, dans cette petite région sympathique. Enfin, les mecs, là, ils sont encore à l'âge de pierre, hein. C'est l'âge de pierre agronomique, on y est là. Mon premier truc, c'est quoi? C'est l'universalité de ce que je vais vous montrer. Mon maître, mon juge, mon centre d'inspiration principal, c'est la nature, sous sa complexité la plus grande. Vous avez une question à poser, posez-la à la nature, elle vous répondra. Il faut simplement faire quelques manips pour qu'elle vous réponde et le faire de manière scientifique pour comprendre pourquoi cette réponse, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Tout le monde vous parle de l'environnement, je vais vous montrer quand même quelques images de ce monde actuel-là. Et très très vite, vous allez voir que c'est quand même une cata un peu énorme. Donc si déjà on avait considéré que les sols sont des composantes de la croûte terrestre qui sont fondamentalement importants pour l'avenir, eh ben je pense qu'on l'aurait dit, mais je n'ai pas entendu moi. Ou que c'est des puits de carbone colossaux. Ça n'est pas. J'y reviendrai. Je vous le dis déjà, c'est que dans tout ce qui a été produit en France, par nos plus éminents et néanmoins collègues, c'est que c'est du 0,4% qu'on pourrait raisonnablement penser de carbone à séquestrer dans les bons cas. Hein. Attention, c'est pas pour tout. Alors que moi, j'en suis à 1,5 en France. 1,5, c'est pas 1,5%, 0,4, ça fait combien? C'est une petite différence. Je vous donne des principes. Moi, je ne donne pas de recettes. Les recettes, ça n'existe pas. Et même pour ceux qui m'invitent chez les agriculteurs, je leur explique que les recettes, c'est de la cuisine et qu'en plus, une recette de cuisine, si vous la refaites à 6, vous verrez qu'il y a 6 goûts différents. Donc, ça n'existe vraiment pas. Ça peut être très bon les 6, mais elles ne sont pas les mêmes. Quand on goûte l'une de l'autre, c'est la même et c'est écrit sur un bout de papier. Le tour de main, c'est ça la maîtrise, l'état de l'art. L'état de l'art. J'y viendrai souvent à l'état de l'art. Bon, alors tout ça, ça c'est diapo, vous les lisez en travers. De toute façon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette présentation-là, je la laisse. Donc vous l'aurez. Donc vous avez du temps, vous voulez regarder, allez-y à tête reposée. Et je vous donne toute une liste de biblios pour aller fouiller tout ça, essayer de voir pourquoi j'ai affirmé ça, parce que vous verrez toutes les explications dans des publications ou des livres. J'ai écrit 2 livres en 2008-2009, j'ai fait 2 bouquins, un par an là, pour mettre ça un petit peu au clair. Alors bon, tout ça c'est pour dire qu'il y a des réserves de sol sur la planète. On prétend mettre 120 millions d'hectares de pluie jusqu'en 2030. Ça c'est des prévisions, mais ça c'est la Banque mondiale, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Mais il y a plein de terres en Argentine, il y en a encore plein au Brésil. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique, de perdre sa structure et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus. Donc sur le 1,5 milliard d'hectares, il y en a des centaines de milliers déjà qui sont dégradés, c'est-à-dire qu'on pourrait restaurer, dont certains ne sont plus productifs, il y a des jachères dessus. Quelques animaux avec une tête de bétail tous les 10 hectares, c'est-à-dire aucune productivité, le Brésil en est le cas. Dans le sud du bassin amazonien, il y avait en 2009 déjà 21 millions d'hectares dégradés, qu'on peut remettre dans la machine, qui a été défrichée, ça veut dire qu'on n'enlèvera pas de forêt. Plutôt que de déforester de nouvelles forêts, on pourrait imaginer de remettre ça en route. Avec les techniques que vous allez voir, c'est assez facile à faire. Bon, alors un contexte difficile partout dans le monde, vous vous en doutez. Là, j'en ai mis quelques-uns.
entre les pressions sociétales, les concurrences, la mutation du monde agricole, la recherche de compétitivité, les contraintes. Bon, je ne le commande pas. C'est ce qu'on appelle, ce que les journalistes font très bien. D'ailleurs, entre nous, c'est comme, je ne vais pas dire une méchanceté, mais quand même je le pense beaucoup, c'est que moi qui suis toujours dans les campagnes et dans la nature, ce que je vois le moins, c'est des agronomes, il n'y en a pas. Il y a des vendeurs. Des vendeurs, il y en a partout, il n'y a que ça. Des vendeurs de phyto, de tout. Des vendeurs de tout. Ça, c'est une image aussi que j'aime bien, parce qu'elle dit que suivant où vous êtes assis, pour l'image numéro 2, là, vous ne voyez pas du tout les mêmes choses. Alors, c'est quelques petites phrases que j'aime bien. Elles sous-tendent un peu ce que je pense sur beaucoup de choses. Vous vous en foutez, mais c'est simplement comme ça. Vous savez un peu ce que j'ai dans la tête. La première en haut, à gauche, elle est d'un type qui s'appelle Giono, l'homme qui plantait des arbres. Vous connaissez Giono? Bon, Giono, c'était un mec qui passait son temps à se trimballer dans la nature. Giono faisait que ça. Alors, au-delà d'écrire... mais regardez ce qu'il a dit. La dernière phrase. Si c'était, en parlant de ce qui l'entoure, la terre, si c'était une créature vivante, un corps. Moi, je trouve ça génial, parce qu'un type en 1929 qui se baladait avec ses gros sabots au milieu des chemins de Provence, il avait deviné qu'il y avait un corps vivant autour de lui. Écoutez, je suis désolé, mais aujourd'hui, nous sommes un siècle plus tard, presque, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont conscience que tout ce qui nous entoure là, hors le béton, c'est la vie, c'est un corps, mais un corps multiforme, fabuleux, mais il est là tout autour de nous, c'est une vie qui est là. Et alors, dans les chemins de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés, celle-là aussi, moi je l'aime bien, parce que si vous n'êtes pas vraiment préparé, si vous n'avez pas la curiosité et l'envie d'aller jusque là-bas, vous pouvez toujours croiser n'importe quoi, il ne se passera rien. Donc ça dépend beaucoup de vous. Les scientifiques découvrent, alors celle-là, elle me plaît beaucoup, parce que ce monsieur, c'est lui qui a fait le programme Apollo des États-Unis. C'est un Autrichien, von Kahnemann. Il a dit, les scientifiques découvrent des choses qui existent déjà, les ingénieurs créent des choses qui n'existent pas. C'est pas pareil, vous êtes des ingénieurs. Alors, je finis les phrases. Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Vous êtes d'accord? Oui, non, mais c'est une grande phrase. Moi, je trouve qu'elle est magnifique, et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'oublier les idées anciennes. Alors, celle-là est très simple, mais je peux vous dire qu'elle est très bonne aussi. Bon, allez, on passe au vrai sujet. Voilà, ça c'est écrit. Alors, méfiez-vous, parce que dans ce que je vous montre aujourd'hui, j'ai écrit ça en 1995, donc il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, ça a été remis à l'ordre du jour dans des cours et autres, sous une forme beaucoup plus élaborée. Mais globalement, je n'ai pas mis la société dedans, par exemple. J'aurais pu mettre des problèmes socio-économiques dedans, je ne l'ai pas mis. À l'époque, ce qui était urgent, c'est que les soldats du Brésil foutaient le camp et qu'il fallait arrêter tout ça et proposer autre chose et pas dire oui, il faut arrêter ça. Et tu fais quoi après? Parce que pour arrêter ça, il y a plein de mecs dans la salle. Mais après, tu fais quoi? Ça aussi, c'est des phrases. Écoutez, moi, j'ai même une certaine, pas une aversion, mais maintenant, je passe très vite là-dessus parce que ça, c'est vieux de 20 ans. Et depuis, ça a été mis sous des formes. D'ailleurs, on n'en sortirait plus, rien que là-dessus. Je veux dire, voilà, on avait des préoccupations, elles étaient un peu là-dessus, quoi. Mais ça indiquait bien vers où on voulait aller. Alors ça, bon, tout ce que vous allez voir vient d'un réseau qui est un peu comme ça. Il y manque des choses là-dedans. Par exemple, sur le côté droit, ici, je m'occupe beaucoup de la Nouvelle-Calédonie. Vous verrez l'exemple à la fin de la journée. Je vous montrerai comment des sols réputés comme stériles depuis 60 ans, comment on les met en valeur, quand on utilise la biologie au champ. Je ne parle pas de celle, on peut se servir du labo, mais comment on sait manipuler des outils biologiques pour prendre un sol stérile et le mettre à fonctionner plein pot. Et tout de suite, je ne dis pas dans 10 ans, et vous verrez aussi qu'on se fait beaucoup d'amis. Bon, donc vous voyez tout ça, tout ce que vous allez voir, ça vient un peu de tous ces coins-là, on va avancer vite. Alors, un peu d'histoire, ça je parle du Brésil. Là, je montrais comment on déprotège les matières organiques, les agrégats qui explosent avec des engins mécaniques qui travaillent de manière très intensive et qui secouent le sol et qui le déstructurent. Et les matières organiques sont exposées, c'est pour ça qu'elles foutent le camp à toute vitesse. Plus c'est intensif et plus... alors, si vous êtes dans un climat où il fait chaud et humide, ça va encore beaucoup plus vite. Alors, souvenez-vous d'une chose, c'est que le Brésil va peut-être... vous allez dire, mais bon, nous, c'est la France qu'on veut voir. Mais ce serait vraiment court. Et ce serait un manque d'ouverture d'esprit, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui se passe au Brésil dans un climat chaud et humide, c'est ce qui se passe dans les climats tempérés à une échelle beaucoup plus lente. Mais ce qui se passe là-bas
préfigure ce qui se passera chez nous sur des temps plus longs, parce que l'agressivité du climat, il y a une période de pause ici en hiver où l'activité biologique n'est quand même pas au top, et où il y a des repos dans l'activité biologique et autres, mais on aurait dû s'en servir comme un révélateur pour expliquer quand est-ce qu'on a un outil méthodologique qui nous permet de raccourcir l'espace-temps. Ça c'est fort quand même, c'est fort, c'est de savoir que de toute façon dans les autres sols, même si ce n'est pas la même composition, même s'ils n'ont pas les mêmes bases microbiologiques, mais les altérations qu'on fait au sol avec des outils, c'est les mêmes, ça va plus ou moins vite, suivant que le sol est structuré et autres, et donc que ce qui se passe quand il fait chaud et humide, où tout est exacerbé, multiplié par 10, eh bien c'est la même chose en climat tempéré, mais de manière plus longue. Et donc on ne le voit pas, parce que ce qui est long à l'échelle d'une génération, ça ne se perçoit pas forcément. La preuve, c'est les mecs qui continuent à labourer, alors que quand vous regardez le haut des parcelles, c'est tout blanc. Il n'y a plus de sol. Ce que vous voyez blanc dans les paysages là, les sols sont descendus déjà. Et là, le monsieur, il faut qu'il mette beaucoup d'intrants chimiques, et il n'y arrive pas, ils sont trop chers. Et voilà, et puis voilà, ça y est, on est déjà coincé là. Donc voilà. Donc ça c'était comment on déstructure, mais comment on restructure en dessous. Alors vous verrez, il y a plein de publications là-dessus. Ce qu'on montre en résumé, mais quand on aura fait tout le tour de ça aujourd'hui, c'est que ce que j'écrivais moi, de manière, je dirais, comment on dit, intuitive, je reniflais tout ça, c'est que sous les SCV, ces systèmes de semi-direct sur couverture végétale permanente, on était en train de reconstruire les agrégats pour qu'ils ressemblent à ce qu'ils sont dans les écosystèmes originels, c'est-à-dire la forêt, en l'occurrence au Brésil c'était la forêt. Eh bien on refaisait des agrégats, les mêmes dimensions, les macro-agrégats, quand on fait la répartition la taille et la répartition des agrégats du sol, on revient avec le semi-direct vers les écosystèmes originels, ce qui est une démonstration extraordinaire. C'est le dessin que vous voyez en bas, mais ça il y a plein de publications qui sont sorties dans des grandes revues américaines, je les ai mises sur ma clé, donc vous irez voir ça en détail si ça vous intéresse. Bon, on avance, on peut le présenter comme ça. Alors moi je dessine beaucoup, voilà, puis je faisais plein de crowbars après qui étaient repris par un mec à l'ordi quand on fait quand on veut montrer des choses, des fois il faut faire des dessins un petit peu. Vous en verrez un autre que j'ai fait sur les technologies qui vous fera rire. Alors voilà, c'est des sols compactés, ça c'est au Brésil, en plein milieu du Mato Grosso, si vous savez où est le Mato Grosso. Mato Grosso c'est un peu plus grand que la France, c'est au centre du Brésil, un peu centre-gauche. Voilà, climat tropical humide, 2 mètres d'eau sur 6-7 mois. J'ai vu des mois entre 40 jours, 1200 mm en 40 jours. Voilà, c'est pour vous dire qu'il peut pleuvoir, quoi. Et donc si vos sols, les sols soumis à ce genre de traitement, c'est difficile. Alors, vous voyez un horizon qui est clair, là, c'est pas parce que la photo est mal prise, hein, c'est parce qu'il a des caractéristiques d'hydromorphie et de réduction. Et vous voyez que le soja, c'est des pieds de soja, vous ne le savez pas, mais qui sont dessus. Vous ne voyez pas de boules ni rien, parce que dans un climat comme celui-là, hydromorphe, les nodules qui doivent aider le soja à puiser l'azote, à prendre l'azote dans l'air, eh bien, ils ne vivent pas dans un milieu comme celui-là. Donc, un soja qui est là pour vous aider pour la culture suivante à fixer de l'azote gratuit, eh bien non. Au contraire, il le prend sur le sol. Et l'année d'après, vous plantez une céréale dessus, vous vous apercevez qu'elle est plus jaune que sur une céréale. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est qui est arrivé là? Tout le monde se gratte la tête, c'est tout simple. C'est que la machine à fixation symbiotique n'a pas marché. Et que, donc, il faut bien qu'ils prennent... souvenez-vous de ce chiffre-là. C'est des chiffres faciles, mais retenez-les. 1 tonne de soja exporte dans ses grains 50 kg d'azote. OK? 50 kg. Si vous avez 4 tonnes de soja, c'est 200 kg d'azote qui sont dans la récolte. Donc quand vous faites 3 tonnes, disons sur des rendements moyens, 3 tonnes, vous sortez 150 kg, si la machine symbiotique ne marche pas, du sol. C'est un sacré paquet. Voilà, donc on ne s'étonne pas après si vous avez une céréale qui ne fonctionne pas. Donc je vous montre ça, pourquoi? Parce qu'on va arriver à l'outil suprême, et qui va durer pour des générations, pour ceux qui sont conscients. Les outils, les plus beaux outils, entre la nature qui vous répond, interrogez-la, donc faites-lui quelque chose, gratouillez-la, un coup de pied, vous faites un gros trou à 1 mètre, vous verrez, après vous rentrez le tracteur dedans, vous l'avez cassé, vous dire « Ah oui, elle me rappelle que j'avais fait un trou là ». Vous la labourez, de manière violente ou pas, vous passez 12 fois les outils. Vous savez que vous avez, tout à l'heure je vous ai parlé de l'espace-temps qu'on peut raccourcir. Moi je sais le faire ça aussi. Je sais le faire et tout le monde peut le faire au niveau expérimental. On sait que les outils à disque déstructurent les sols. Les outils à disque. Plus l'intervalle entre les disques est petit, et plus vous allez vite
c'est ce qu'ils font en ce moment, c'est les déchômages qu'ils appellent là, les trucs on gratouille juste un peu le sol, eh bien plus vous faites ça, et plus vous déstructurez au moins ces horizons qui sont concernés par ce travail du sol. Ok? Ça, c'est... comment vous pouvez raccourcir l'espace-temps pour montrer que c'est mauvais? Eh bien, au lieu de passer 2 fois, vous prenez une bande dans votre champ, ou si c'est expérimental avec la recherche qui voudrait essayer de trouver justement comment raccourcir cet espace-temps. C'est prodigieux, c'est un outil de prévision agronomique qui vient là. C'est de passer 20 fois dessus. Et vous attendez qu'il pleuve en plus. C'est-à-dire que le sol est humide, il est plus sensible encore à la désagrégation, et vous y allez plein pot. Là, vous allez voir l'état de désagrégation. Donc, ce que vous faites petit à petit, de manière insidieuse, vous l'avez raccourci sur une année, sur maintenant, là, tout de suite. On peut le reproduire. C'est-à-dire un défaut majeur pour déstructurer des sols, on peut le faire sur un espace-temps très court, à condition d'exagérer. Comme on sait que ça vient de là, on connaît la cause, on peut donc forcer le nombre de passages pour déstructurer complètement le sol. Mais qui le fait? Personne. Qui y pense? Personne. Peut-être toi, Jean-Pierre. Vous voyez la densité apparente dans cet horizon-là, 1,4 et au-dessus 1,2. Regardez des racines, c'est du coton. 1,02. 1,02, ça veut dire 1, c'est vraiment très bas. Et très souvent, ce qui fait que des racines se tordent dans un profil culturel, alors l'outil dont je vous parle qui est génial, ça s'appelle une pelle, oui, une fourche. Une fourche, parce que la pelle, j'aime pas trop. C'est un instrument continu, si le sol est un peu raide, moi je suis costaud, mais si vous n'êtes pas très costaud, des fois ça rentre pas. Une fourche à dents plates, là, très costaud, là, vous rentrez à peu près, même quand c'est dur, c'est un peu plus dur aussi, mais si vous rentrez pas avec ça, avec une pelle, vous rentrerez pas. Mais c'est l'outil fabuleux, quoi. Avec ça, qu'est-ce qu'on sait sur les sols? Si vous saviez tout ce que je peux vous sortir, moi, rien qu'en vous retournant quelques mots comme ça, et là on écrit le futur des parcelles, quoi. Moi, j'écris le futur des parcelles. Je fais un diagnostic là-dessus. Je fais plusieurs trous, bien sûr. S'il y a une toposéquence, je suis en haut, au milieu, en bas. Je ne fais pas ça n'importe où. Là, il y a une méthodologie d'approche de tout ça. Mais ce qu'on peut voir avec une pelle, il n'y a pas un labo qui vous expliquera tout ce que vous pouvez voir de manière globale. Parce que la résultante d'un profil culturel, c'est quoi? C'est les racines des plantes qui sont dedans. C'est l'état du profil culturel va générer un développement racinaire X, Y avec le climat dans les conditions ambiantes de l'endroit où vous vous trouvez. Il est évident que la racine est la résultante de ce que vous avez fabriqué. Donc ben voilà ce qu'il a fabriqué le monsieur. Et très souvent on croit que le profil, imaginez que la densité de 1,42, qui est déjà très peu poreuse, on dirait un trottoir, hein, il n'y a pas de porosité là-dedans, si elle avait été jusqu'en haut du profil, eh ben, peut-être que la racine serait mieux rentrée. Ce que les racines n'aiment pas, c'est les différentiels énormes entre une densité, c'est-à-dire une grosse porosité, et une très faible, l'une sur l'autre. Parce que la racine commence par le haut, elle commence à descendre et elle arrive sur du béton. Et là, elle tourne. Alors que si elle doit attaquer du béton d'abord, eh ben, elle l'attaque, mais des fois, elle arrive à faire un petit chemin, surtout s'il pleut, parce que la résistance mécanique à la pénétration est liée à la teneur en eau. Plus c'est imbibé, même de la pâte, vous arrivez à la trouer. Nous, on mesurait ça tout le temps au Brésil, c'était très drôle, quoi. Il fallait établir les courbes, avant de faire de la pénétrométrie, d'établir toutes les courbes avec la capacité au champ, avec des sols un peu plus saturés et tout ça. Sinon, on ne sait pas ce qu'on fait quand on fait une mesure de pénétrométrie dans les sols. Bon. Alors, vous voyez ça, par exemple. Bon. Là, ils ont fait des ouvrages anti-érosifs, hein, à absorption totale. Et bien, l'ouvrage, il casse. On transforme une érosion en nappe, en une érosion linéaire. Ça arrive au niveau du cordon, ça finit par casser. Et là, tout s'engouffre là et tout vient là. Et là, ça creuse. Alors, j'avais des photos où Serge était dedans, en 3 pluies, 3 mètres au-dessus de lui. Alors après, on fait quoi là? Il faut aller chercher des camions entiers, ils vont chercher des camions de terre. Alors, quelle terre? Elle sort d'où la terre? Et on essaie de boucher les trous. Enfin bon, c'est des scénarios, vous ne connaissez pas ça ici, mais ça vient. Moi, j'en ai vu, j'ai commencé à voir ça ici en France, c'est pas mal aussi. Bon, enfin, plus on ira, et mieux ce sera, parce que je crois que la conscience ne vient que... Regardez ça. Vous voyez les arbres en bas, ils font 40 mètres de haut, là, à droite de la photo. Ça vous dit, ça c'est des outils à disque. On voit les passages de tous les engins à disque qui sont passés. Monoculture de soja, engin à disque, sol déstructuré, compacté, semelle en dessous du passage des disques, donc ruissellement max, tout ce qui tombe, ça ruisselle. Et voilà ce que ça donne. Enfin, c'est des catastrophes. C'est ça qu'on a trouvé avec Serge en 84 quand on est arrivé dans ces régions-là. Puis il y a celle-là aussi. Quand vous êtes sur des sols plus fins, qui sont
d'origine volcanique, des basaltes. Ça donne des sols argileux, 50, 60, 70% d'argile. Et donc quand vous les déstructurez, ceux-là sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus riches que les sols ferralitiques classiques sur roche acide. Eh bien ça donne ça. Vous les déstructurez, c'est de la poussière. Et donc ces poussières-là, c'est ça aussi. Regardez, c'est super ça. J'étais consultant principal sur un groupe qui plantait 60 000 hectares de coton. C'est un groupe japonais. Et on replantait 10 000 hectares tous les ans. 10 000 hectares sur 60 000. C'est pas mal. Pourquoi? Parce que les poussières que vous avez vues là, que tout le monde respire, vous voyez, ça a interpellé jamais personne, ça. Ça interpelle personne. Ces petites poussières, elles viennent, le coton qui vient de naître, ça bouche les stomates, et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Des dérivés de l'urée, du diuron, puis toutes les molécules chimiques, elles sont fixées par qui? Dans les sols, vous le savez, vous l'avez appris, c'est les colloïdes. C'est absorbé sur les colloïdes, les sols. Donc quand vous déstructurez un sol, vous mettez sous forme de poussière, c'est les colloïdes qui volent, c'est pas les sables. Les particules les plus lourdes, il faut des sacrés vents pour les soulever. Donc c'est d'abord les colloïdes, et les colloïdes, ils sont chargés en quoi? Alors la matière organique qui est dedans fout le camp, on ne sait pas où elle va, mais en plus, elle est chargée complètement de phytos, mais des phytos énormes. Une fois, on a vu des dames qui nous avaient remerciés. Oui, c'était un peu touchant d'ailleurs. Remerciés parce que depuis qu'on faisait du semi-direct sur couverture végétale, fini tout ça, et les enfants qui ne grandissaient plus, qui étaient toujours malades, chétifs, ils ne voulaient pas manger, ben, d'un seul coup, ils commençaient à se développer, et les mamans étaient contentes. Elles s'étaient réunies pour venir nous remercier, pour dire super, grâce à vous, nos enfants sont en train de bouger. Non mais, parce que ces poussières que vous avez vues là, ça couvre des étendues colossales, hein, et les gens les respirent. Toute la journée, vous respirez des phytos, mais des phytos à des concentrations. Là, on n'est plus dans les limites d'analyse de nos amis. Là. Alors, les maladies aussi, puisque plus de matière organique, alors bon, ben, toutes les maladies arrivent. Il n'y a plus de biologie pour défendre la culture ne peut plus se défendre. Ça, c'est un truc un peu nouveau qui m'a beaucoup choqué. Je suis revenu dans le Rio Grande do Sul. C'est les États du Sud où a commencé le semi-direct et où les pionniers européens sont arrivés. Donc, c'est là où a commencé le grand développement au Brésil et autres. Et regardez ça maintenant, ils ont de nouveau de l'érosion, quoi. Alors pourquoi? Parce que c'est l'économie qui mène le monde. Je vois que tu me suis. Je te surveille, si tu ne suis pas, je gueule. Et regardez ce qu'ils font. On a des smarts semi-directs, vous verrez ce que c'est des smarts semi-directs, puisqu'on n'a plus de charrues. Eh bien, eux, ils labourent les sols avec le smart. Ils ont monté des engins sur le semoir qui permettent de labourer le sol. Pas le labourer, mais le décompacter. Donc on n'est plus dans du semi-direct, on est sur un trottoir, voilà, et puis ils font, heureusement d'ailleurs qu'ils ont cet outil-là, parce qu'ils ne produiraient rien. Alors voilà, quand c'est pris un peu plus près, quand même le mec... Puis il y a ça aussi. Alors ça c'est au Cameroun, vite fait. Ça s'appelle du striga, Striga hermontica, parasite, il vit sur les cultures. Nos amis africains ont dit qu'ils n'ont pas de chance, mais franchement quand même. Mais ça là, on passe de 1200 kg à 400. C'est-à-dire ce qu'ils avaient, les pauvres mecs là. Ils avaient 1200 kg de sorgho à ramasser, ils n'en ont plus que 400. Alors les surfaces, ils vont les trouver où là? Alors il y en a, mais je veux dire, il faut qu'ils laissent en jachère 10, 15, 16 ans eux pour récupérer la fertilité. Ben, vous verrez que sur cet exercice-là, on montre aussi qu'avec des mélanges de plantes intelligents, en un an, on fait mieux que 17 par la nature. Tu vois, on peut l'abattre. Il y a des sujets où on l'abat. Avec de la biodiversité aussi, pas la sienne. Mais on peut arriver, quand on a compris comment ça marche, à corriger cet effet jachère, reconstitution de la matière organique, régénération du sol par matière organique et biologique qui l'accompagne. Eh ben, on peut le faire par des couverts végétaux et très très vite et dans ces endroits-là. Bon, allez, là je traîne, j'ai pas passé 12 diapos. Ça c'est Madagascar pour vous dire que l'érosion ça peut exister. Voilà, un peu quoi, un petit peu. Pas beaucoup, mais bon. Madagascar on l'appelle l'île rouge. Parce que quand vous arrivez en avion, tous les fleuves sont tout rouges. On voit d'où ça peut venir. Vous voyez ça un petit peu, quelques paysages là, comme ça. Les aménagements hydrauliques qui ont coûté 10 000 euros. Avec 2 réhabilitations, par exemple, une première, et puis après 5 ans après, il faut réhabiliter parce que ça a cassé, tout ça, puisque c'est l'intelligence de l'homme, quand même. L'homme, il aménage des territoires, parce que les gens font du riz dedans, par exemple, moi je suis un spécialiste du riz, j'y ai passé une grosse partie de ma vie aussi. On aménage là, et on laisse les collines à l'érosion. D'où viennent l'érosion, elle vient d'où? Ben, des collines autour. Donc vous pouvez toujours... donc il faudrait peut-être s'attaquer aux collines, les stabiliser,
les mettre sous couverture végétale et on aurait des aménagements qui ne dureraient pas 5 ans avec encore 3 000 dollars ou 3 000 euros de réhabilitation et on pourrait peut-être poursuivre pendant 10 ou 15 ans ou 20 ans et habituer toutes les populations locales à faire ça. C'est-à-dire végétaliser, mettre des animaux et les mettre là au-dessus et ils les font pâturer, on peut tirer aussi des bénéfices d'une couverture végétale, même si c'est que du fourrage. Bon, enfin bon, on croisera tout ça en cours de route. Alors regardez, bon, il y a des fois des petites loupes de glissement, très légères. N'empêche que si vous étiez assis là en train avec une petite fleur dans la bouche et puis le sandwich et la bouteille de bière à côté, ah ben, si vous étiez là, à cet emplacement-là, ça peut être embêtant, quoi. Parce que ça descend d'un seul coup, ça. On appelle ça des lavacs à Madagascar. Regardez, alors vous voyez au premier plan, là, je m'en suis beaucoup occupé, moi. J'ai revégétalisé tout ça. Là, cette partie que vous voyez au premier plan, là, je la revégétalise pour la fixer, pour éviter que ça descende dans les rivières. Toutes les collines qui sont proches des aménagements hydrauliques, des canaux d'amener d'eau et tout ça, je le revégétalise pour qu'au moins cet étage-là, et il va faire butoir pour ce qui descend des hautes collines là-bas où il y a des dégâts que je peux pas, je suis impuissant complètement. Par contre, ce qui est en bord des aménagements, je peux faire plein de choses et je vais le faire. En un autre mot, la flore, la connaissance de la flore du monde, herbacée tout au moins, au minimum, est une donnée fondamentale de l'agriculture de demain. Si vous ne connaissez pas les plantes, ce qu'elles veulent dire, pourquoi elles sont là, alors des fois on ne le sait pas, mais ce n'est pas écrit, hein. Moi je peux vous dire, moi le mec qui est là, moi tu me questionnais il y a 40 ans sur telle et telle plante, je m'intéressais beaucoup aux adventistes, mais je n'aurais pas pu te dire, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Maintenant, aujourd'hui, quand je les vois, je dis, ah, tiens, il y a telle chose. La famille des sida, par exemple, c'est des sols compactés complets. J'en suis sûr. Je n'ai même pas à faire. C'est reconnaître les plantes, donc, c'est reconnaître pourquoi elles sont là. Quand vous les voyez dominer, certaines, c'est parce qu'elles ont la capacité d'exploiter des sols bétonnés. Ben, elles nous intéressent. Si vous ne voulez pas passer par des instruments de travail du sol, eh ben, vous pourriez mettre des plantes comme ça qui débétonnent votre sol en combien de temps? Alors, en combien de temps un sol vraiment bétonné, très bétonnant, c'est quoi un sol bétonné? Vous voyez toutes les questions qu'on peut poser quand on est rigoureux. On remonte loin, mais on peut le faire très, très facile. On peut trouver des endroits très bétonnés, les mettre dessus, et les silas vont pousser. Les Brésiliens l'appellent, dans le langage vernaculaire, mata pasto. Ça veut dire ça tue les pâturages. Alors ils se sont trompés. Ça ne tue pas du tout les pâturages, c'est qu'elles apparaissent dans les pâturages parce que le pâturage ne peut plus pousser. Et qu'elles, par contre, dans ces conditions-là, elles avaient des semences-là et elles poussent très bien. Elles arrivent à exploiter un sol bétonné. Donc le langage populaire a sorti une expression qui ne désigne pas du tout le phénomène. C'est même l'inverse qui se passe. Mais enfin bon, déjà beau qu'eux, ils aient remarqué que ces plantes-là, eux, ils l'ont remarqué. Alors, vous voyez ce qu'on fait en Asie? Alors ça, c'est super, moi j'adore ce genre de truc. Vous allez voir des photos quand même, je vais vous les passer la séquence. Vous voyez les collines en face là? Alors ça c'est Chine au nord, Vietnam à l'est, Thaïlande à l'ouest, qui propose aux Laotiens qui ont 42% de forêts natives, c'est une des grandes réserves du monde aujourd'hui, de forêts primaires, qui leur propose de faire du maïs, entre parenthèses, à 3 fois le cours mondial, 4 fois, parce qu'ils en ont besoin. Alors le mec il laboure en descendant là, vous avez remarqué. Alors voilà ce que ça donne, vous voyez, il laboure, il a le droit. Alors il laboure qu'en descendant, bien sûr. Alors de temps en temps, comme c'est des charrues à disques, je ne sais pas si vous avez, moi j'ai passé une partie de ma vie assis sur le tracteur pour les faire tourner, c'est des disques, ils tournent. Vous prenez une racine d'arbre, ça coince le tracteur, le mec s'énerve un peu, il touche à son relevage et puis il se retrouve 600 mètres plus bas, écrasé, avec le tracteur, la charrue, mais enfin bon, ça fait qu'une mort. Hein. Alors vous voyez, ils travaillent les mecs quand même, vous croyez qu'ils s'amusent? Regardez, il n'y a pas beaucoup d'érosion. Et quand vous pensez que ça, l'année d'avant, c'était en forêt, avec 240 ou 300 espèces à l'hectare de biodiversité, avec des futaies qui étaient à 40 mètres, 45 mètres de haut, c'est quand même, moi je trouve, je sais pas, c'est quand même un peu fort, quoi. Regardez ça. Et en bas, c'est des rizières aménagées. Vous voyez, les millions dont je parlais tout à l'heure, ils sont en dessous, là. Donc là, il va falloir réaménager tout. Vanité de vouloir faire des aménagements hydrauliques dans les plaines si on n'a pas stabilisé les versants. C'est une évidence. Alors ce que je dis des fois, ça vous paraît tellement évident. Mais non, mais c'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça. On fait ça, ce que vous venez de voir là. Alors, bon, ça paraît des choses de malade, mais bon, ça s'est passé. Regardez des sols, attention, sols basiques. Donc des sols très riches, 4% de matière organique. Vous voyez?
On a commencé à 7-9% de matière organique. C'est du matériau, attention, c'est du matériau volcanique. Hein. Et regardez, monoculture, maïs continu labour, en 15 ans, inférieur à 2,8. Voilà. Alors maintenant, ça ne pousse plus. Là où il gagnait avec 0 engrais, il n'y avait pas de mauvaises herbes, puisque c'était la forêt. Donc on faisait du maïs top niveau, à des grosses productions en labour. Hein. Il faisait 6 tonnes, 7 tonnes. Bon, c'est pas mal. Nous, en SCV, on est monté à 8, 9 tonnes. Ah. Alors ça, ils sont quand même forts, les mecs. Mais vous croyez qu'on vit dans un autre monde? Mais ce que vous voyez là, ça n'existe plus chez nous. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Moi, j'ai déjà vu encore. Il n'y a pas longtemps, ça. Pas comme ça. Vous savez ce qu'il met là? Du gramoxone. Et ce qui manque sur la photo, je me suis gouré de diapo, il y en a une où il y a une femme enceinte. Et une femme enceinte comme ça, et elle n'a même pas de masque sur le nez. Il utilise 10 litres hectares de gramoxone. Donc je pense qu'ils savent pas ce que c'est le gramoxone. Vous ne connaissez pas le gramoxone? Paraquat. Alors c'est un produit défoliant, violent. Défoliant, ça veut dire qu'il n'a pas d'action racinaire, il ne vous tuera pas, il n'est pas systémique, il ne vous tuera pas les racines de la plante comme le fait un glyphosate. Le glyphosate est systémique, il tue toute la plante, il va jusqu'au bout des racines et des organes de reproduction végétatifs. Il y a des produits de contact qui ont servi à installer le semi-direct justement pour faire des couvertures végétales, dessécher des trucs verts pour pouvoir planter. Et c'était quoi? Le paraquat, donc le gramoxone, c'est le nom commercial, gramoxone, paraquat, la matière active. Et l'autre, c'est le diquat. Et lui, c'est Reglone qu'il s'appelle. Le Reglone est plus fort sur les dicotes, sur les feuilles larges, que sur les graminées, et l'autre, c'est l'inverse. Donc des fois, je les mélange, moi. Je les mélangeais au début. Donc ça dessèche complètement les couverts végétaux verts quand vous voulez planter. Par exemple, on a commencé avec des schémas comme ça. Et là, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il ne veut pas après sarcler. Et il y a des pentes comme ça, vous avez vu ce qu'il labourait là. Les mecs sont accrochés, d'ailleurs j'ai des photos saisissantes où les mecs, c'est tout juste s'ils ne s'accrochent pas, quoi. S'ils ne sont pas attachés avec des piquets pour tenir sur la pente. Et ils sont en train de balancer parce que les petites herbes qui sont nées, vous les voyez au premier plan, là à gauche, en bas, on voit qu'il y a plein d'herbes déjà. Ils ne veulent pas venir recercler tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils dessèchent les plantes quand elles sont jeunes, parce que si vous les desséchez à un stade très jeune, à part les vivaces qui ont des organes de reproduction végétative dessous, vous les flinguez. Donc ça fait du travail en moins. Mais 10 litres hectare, alors que ça s'utilise, pour votre info, à 1-2 litres hectare pour un effet desséchant sur une grosse biomasse. Donc 5 fois plus. Mais c'est des trucs de malade. Mais ça, c'est... J'aurais pu vous faire 2 jours comme ça, rien que sur toutes les déviances folles de cette planète. Et vous dites, mais c'est... Et il s'est trompé de siècle, le mec, là. Ben non, 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 c'est en ce moment, ça. Voilà, les ponts qui pètent et tout. Ça, c'est au Canada. Comment? Le Canada? Mais comment? Au Canada, là-haut, là, il y a de l'érosion aussi. Ben, bien sûr, il y en a partout. Partout. Vous voyez, ça, c'est mon collègue, là, ce jeune que je forme au Canada. C'est avec lui que je travaille. Regardez les compactions de sol. C'est très joli, cette petite structure. Je vous en montrerai des plus jolies cet après-midi, où les sols sont feuilletés comme ça, empilés les uns sur les autres. On voit les couches qui sont empilées. Alors là vous pouvez, l'agriculture, elle ne produit pas. Hein. Alors ça, c'est en Tunisie. Vous voyez que là où il pleut peu, ces fameuses pluies de grande intensité qui, hein, dans les oueds, qui alimentent les oueds et autres. Regardez, en une nuit, ça. Une nuit. J'ai dormi à côté, au-dessus. J'ai entendu le bruit. Je me suis levé, je dis, moi je dors très peu. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? On bombarde ici ou quoi? Je suis descendu, mais je ne suis pas descendu jusque là, c'était à 200 mètres en dessous. Ben, la saignée, là, elle remonte sur des kilomètres. Une nuit. Un truc de malade, ça, les routes toutes coupées, enfin bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Ça peut se passer en quelques heures. Voilà. Ah, ça, c'est en Franche-Comté, vous voyez? Hein, par exemple. C'est bien en France. Ça aussi. J'aime beaucoup cette photo. Ici, voilà la terre normale, ici, là, ce qui est vert, là. C'est du colza qui a été semé avec un labour. Il est tombé de grosses pluies. Depuis là, ça a décroché, c'est venu là, et c'est arrivé sur la route goudronnée, avec la bonne terre, toute la terre du dessus. Et regardez quand même le colza, la taille qu'il a. Il est magnifique. C'est dommage que dans la parcelle, il est grand comme ça. Hein. Mais là, on a fait une concentration de fertilité extraordinaire, quoi. Oui, alors je vous avais mis ça, bon, c'est aussi... Alors moi j'appelle ça le sang de la terre, parce que c'est des mots, c'est du sens commun. Mais c'est bien, parce que si vous, demain matin, je vous tire, vous avez 5 litres de sang, entre 5 et 6, je vous en tire 3 ou 4 d'un coup, vous allez voir que c'est peut-être pas la pêche hein, quand même pour le lendemain, ou le mois qui vient. On verra bien le temps que vous allez vous remettre. Ça se régénère vite, mais enfin quand même.
Donc le sang, parce que c'est de la biologie, parce que c'est ce combustible qui nous fait vivre à tous les étages, et que ben, la matière organique du sol et sa vie biologique associée, c'est exactement la même chose. Et donc aujourd'hui, nos sols vivent, notre agriculture, elle vit au presse-bouton. Si vous n'êtes pas agriculteur, ça ne fait rien, vous appuyez sur un bouton, vous avez une cabine, vous pouvez même regarder un film pendant que vous travaillez. Ouais, de la bonne musique, vous avez tout. On vous téléphone le matin à 4 h du matin, votre téléphone, votre applique, les appliques. Vous savez, les applications sur le truc là, où plus personne ne parle avec personne là, sous la table. Tu causes toi là? Oui, c'est intéressant. Voilà. Eh bien, les applis qui travaillent à 4 h du matin pour te dire que le degré hygrométrique cette nuit vient de tomber à je ne sais plus combien, et que demain matin, il faut aller appliquer un fongicide. Oui, moi j'ai des amis qui sont comme ça, ils sont reliés à une appli qui les réveille. Et le mec qui se lève, il n'y connaît rien. Hein. Il n'y a même pas une tâche sur les feuilles, il applique. Ah mais oui, non, mais la moitié de la France fonctionne comme ça quand même. Ah bah oui. Et si au cas où il aurait fait, c'était un peu humide, le mec le lendemain matin lui dit, je crois que c'était pas bon hier, tu devrais recommencer. Ça fait un petit peu de... Hein? Voilà. Bon. Allez, on passe aux choses sérieuses. Parce que alors ça, c'est quand même un petit tableau, vous le retrouverez, comme je vais vous laisser le truc, vous aurez le temps de le regarder. Méfiez-vous, c'est l'impact du travail sur les pertes en carbone dans différentes écologies du monde. Là, on passe le Canada, l'Argentine, dans une zone subtropicale, quasiment tempérée. Ponta Grossa, c'est subtropical, c'est au Brésil, c'est dans l'état du Paraná. Et puis le Cerrado, c'est là où moi je bossais, d'ailleurs vous voyez le nom de Serge et le mien qui apparaissent en bas là. Et voilà, attention aux échelles en haut, 0,50 ans là-haut, 0,20, après 0,10 et 0,5, vous voyez que dans les Cerrados brésiliens, ça c'est la fourchette hein, de perte. Alors, vous regardez la vitesse, vous regarderez ces chiffres-là, mais ça, bon, c'est... Moi, j'en avais fait aussi, et j'étais désolé, parce que c'est dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « La symphonie inachevée du semi-direct », et j'avais mis un petit peu ce que les gens avaient mesuré entre les pertes et les gains, et quand on regarde l'Allemagne, on est à une tonne. Agriculture intégrée, ça veut dire qu'ils font de l'élevage dedans. Okay, donc ils ramènent du fumier, ils ramènent voilà, des produits organiques, c'est sûr. Mais ils étaient quand même à 1 tonne par hectare et par an. Les États-Unis, quand ils étaient en rotation de culture, dans des plantations céréalières, ils étaient entre 0,66 et 1,31. C'est quand même 1,31, vous avez bien entendu. C'est ce que moi je mesure en France depuis longtemps, depuis déjà 15 ans dans des propriétés qui sont suivies, où on a repéré au GPS les endroits que l'on mesure. Et vous voyez que la France, elle, j'ai mis TCS d'ailleurs, parce que moi j'ai jamais vu de semi-direct avec des plantes de service, tout ça en grande culture, il y en a. Hein. Moi j'en ai sur mon réseau, mais je veux dire, qu'est-ce que ça représente dans l'agriculture française sur les 28 millions d'hectares? C'est, je sais pas, peut-être 50 000 hectares, 60, 100 000, je sais pas, mais on va un peu plus loin que ça, ben c'est 0,1 à 0,3. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi, et ces chiffres-là, je ne les ai pas inventés, c'est bien le rapport de l'INRA qui a été fait, un gros rapport sur l'état des sols de France, et c'est ça qui est sorti. Oui, ils nous disent que dans le meilleur des cas, c'est 0,4 sur des prairies anciennes, nanani, nanana, et voilà. Alors, c'est ça qu'on porte aussi à la COP 21. Alors, l'érosion, celle qui ne se voit pas, c'est celle-là que j'aime, moi. Je vous montre ça, ça c'est en pleine forêt, vous voyez la forêt sur le côté gauche, là-bas. Sous la forêt, 0,10, 10, 20, hein, c'est les deux horizons. Le 10, 0,10 est jaune, l'autre il est bleu. 5 ans de disquage, donc des outils à disque qui déstructurent ce que je vous raconte, intensif, tac tac, on plante le soja, on fait de la monoculture de soja. En rouge, c'est ce qu'on a perdu déjà au bout de 5 ans. Et puis si on continue encore 5 ans, on voit qu'on perd. On a plus perdu dans le horizon un peu plus bas, mais on perd toujours. Or, cette érosion-là, c'est celle qui ne se voit pas, parce que sous cette forêt-là, c'est comme là, la table. Ben vous oxydez la matière organique, vous la brassez, vous l'agitez, vous la désagrégez, vous cassez les agrégats, vous déprotégez les matières organiques, eh ben elles sont exposées, comme il fait chaud et humide, le carbone fout le camp. Et pourtant, là, il n'y a pas d'entraînement par la surface, il n'y a pas de pente et rien du tout. Donc ça, il faut savoir que chaque fois que vous labourez, j'avais même mis des chiffres dessus, moi, sur ces choses-là, il y a longtemps, eh ben c'est cette érosion qu'on ne voit pas. Alors bon, ça c'était toujours parti de... Je m'excuse, il y aura des diapos comme ça où c'est ce que j'appelle les blablabla. Ouais, ce que je dis là, c'est enfoncer une porte ouverte, quoi. Alors ça, bon, c'est une petite photo aussi qui dit, ben ouais, si on pouvait, mais ça aussi, on en est loin, hein, c'est pas pour demain. Alors ça, je reprends ça comme modèle parce que c'est de là que tout est venu, pour nous, en tout cas dans les régions chaudes. Le semi-direct, c'est-à-dire implanter des cultures sans labourer les sols, existait déjà. On est 30 aux États-Unis. Les frères Young, c'est les premiers, qui ont fait du soja dans du blé sans repréparer les sols et qui ont été aidés par un prof super qui s'appelait Shirley Phillips.
Donc si vous cherchez tout ça dans la littérature, vous trouverez. C'est le Dust Bowl des États-Unis, qui a enlevé 1 mètre de l'os à peu près, des sols fabuleux. Les arbres sont suspendus. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des photos, ils vont là-bas, ils voient un arbre énorme, et il est suspendu sur une colonne de terre, et ils disent, bah, tiens, avant il y avait ça d'épaisseur de sol là. C'est 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 40, voilà. Les États-Unis. Bon. Donc le semi-direct au Brésil a commencé dans les années 60. Après, les gens ont circulé, ce monsieur Barthes, dont je parlais, l'allemand, a été chercher un rota truc, un Howard en Angleterre pour commencer, parce qu'il avait acheté des terres au Brésil, au Paraná, et il s'est aperçu qu'en 2 ans, il n'en avait plus, quoi. En 2-3 ans, il n'en avait plus. Tout partait dans la rivière. Il a dit, mais moi qui ai cru faire une affaire en venant travailler ici au Brésil, et avec 100 hectares, j'en ai acheté 2000. Là, c'était un super truc, une nouvelle aventure. Ben, mon aventure, elle est morte. Donc, c'est comment on arrête de labourer ces sols-là, comment on va les cultiver autrement et de manière durable. Donc, voilà. Mais ça, je vous parle des années 80. Hein. Mais 60, ils avaient déjà commencé. Et paradoxalement, c'est un Allemand, encore une fois, qui s'appelle Rolf Derpsch, si tu veux chercher son nom. C'est un mec très bien. Et il a fait beaucoup de travail au Brésil, l'érosion, il a mesuré l'érosion sous les différents types de gestion des sols, entre du travail intensif, moins intensif, des TCS, des couvertures végétales et tout ça. C'est lui qui a fait le travail de base. Et il a fait ça dans un beau petit village, au début, c'est sympa le nom, il s'appelle Non Me Toque. Ça veut dire ne me touche pas. C'est mignon, hein? Alors c'est peut-être ne me touche pas à mon sol ou... Voilà. Alors un modèle de biodiversité fonctionnelle et de stabilité biologique et écologique, oui, on peut le dire autrement. Est-ce que les forêts amazoniennes vous a attendu, vous, moi, pour pousser? Est-ce que vous étiez vraiment là? Vous ne vous rappelez plus, moi non plus. Et je suis sûr qu'on n'y était pas. Donc ces écosystèmes fabuleux-là, ils ont poussé sans nous. OK? Et ils ont poussé sur des sols qui sont les plus vides du monde au plan chimique. Ce qui est considéré comme étant fertile pour faire pousser des cultures annuelles, il n'y a rien dans les sols d'Amazonie. C'est des sols ferralitiques, donc intempérisés, les plus vidés de tout, parce que climat chaud et humide. Donc les argiles, foutu le camp, les argiles nobles qui avaient... et c'est de la kaolinite qui est restée, des hydroxydes de fer et d'alumine, alors tout ça, il n'y a pas de phosphore. Pas de phosphore. Alors du phosphore total, il y en a, des fois, ça dépend des supports. Mais de toute façon, il n'y en a pas d'assimilable, potasse, il n'y en a pas. Les bases ont foutu le camp, c'est ce qui part en premier, le calcium, le potassium, toutes les bases partent en premier, puis après c'est destruction des argiles sous ces climats-là, et on arrive au kaolinite, hydroxyde de fer et d'alumite, c'est-à-dire que c'est de la bonne terre pour faire des briques. Bon, alors, biomimétisme, très vite, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est de Crombar, vous l'avez vu un peu partout. Bon, donc cette pompe-là, ça veut dire elle arrive à se maintenir, ça veut dire qu'elle pompe en continu, elle ne perd rien dans son système. C'est ce que j'ai commencé à appeler système sol-plante fermé. Fermé au sens nutritionnel, c'est-à-dire, moi je ne perds rien, ça ne s'appauvrit pas, je recycle tout. Tout ce qui tombe des arbres est repris par la biologie des sols, ça remonte dans la sève brute, ça redescend dans la sève, voilà. Alors vous avez vu ce qu'on a pris. Sol toujours couvert, bon, ok. Production primaire de phytomasse très élevée, bien sûr des sols chimiquement et acides, sol basique. Alors, dans le sol basique, la forêt, c'est sol acide, très acide. Et toutes les grandes forêts du monde sont montées sur des sols acides, puisque je vous ai expliqué que le processus d'intempérisation des sols consiste à lessiver d'abord toutes les bases, à altérer ensuite, c'est les argiles qui y passent, c'est-à-dire tout ce qui est colloïdal, la matière organique, tout ça. Voilà. Alors la matière organique, non. Parce que la forêt, bon, je sais pas, j'étais pas là quand la genèse, comment se monte une forêt, mais à partir du moment où il y a une biomasse minimum, c'est ce que j'ai refait dans les cultures, alors ça je peux en parler, parce que c'est un petit peu une image de copie d'un écosystème forestier en plus simple, c'est qu'une fois que j'arrive à monter ces mini-forêts, ça fonctionne tout seul. Que j'ai un sol sableux ou un sol argileux, je m'en fous, quand on le maîtrise. Je préfère avoir un sol riche et argileux au départ, qu'avoir un sol sableux et vide de tout. La première année, c'est mieux, mais je sais comment passer de l'un à l'autre et les espèces qu'il va falloir que j'implante là pour rapidement monter cette espèce de mini-forêt qui va fonctionner en système fermé et qui va, je vais les coucher, ces biomasses que je vais faire, vous allez voir ce que j'en fais, pour qu'elles restituent en se décomposant toute la bouffe aux cultures que je vais mettre dessus. Voilà. Et le travail du sol, les outils mécaniques sont remplacés par des outils biologiques. Alors là, je vais vous en raconter quelques-unes là-dessus, vous allez en voir. Alors, on peut l'écrire comme ça, quoi. Les semi-directs, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Absence, ça c'est mon copain canadien qui a trouvé ça, je trouve que c'est bien. ABC, l'ABC de quelque chose.
Parce que plutôt que je vais vous montrer une vraie définition qui est dans le dictionnaire d'écologie. C'est nous qui l'avons faite. Vous allez voir, elle est un peu plus élaborée. Mais ça on comprend. Ça, c'est simple. Vous voyez par exemple les piliers du système SCV. 1, 2, 3. Voilà, la litière, bon, la couverture permanente, la biodiversité, association et succession. 3, la forte activité biologique, voilà. On regarde un peu la température, l'infiltration de l'eau, quelques bricoles, mais là, il n'y a encore rien dessus, là. Alors, vous avez vu ce que j'ai marqué, ça c'est une diapo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Avec travail du sol, système prédateur des ressources naturelles, pourquoi? Parce qu'on exporte tout. Alors, j'ai mis les systèmes de culture, système SCV. Les cultures, c'est des prédateurs minimum. Pourquoi? Parce qu'on n'enlève que les grains. Alors, si on a de l'élevage, on peut faire quelques exceptions. On a enlevé pour les animaux aussi. Mais moi, je ne le coupe pas au ras des pâquerettes. Je le coupe ici, je le coupe un peu avant, quand il y a la floraison, là où la biomasse est maximum. Et je laisse une hauteur comme ça parce qu'elle repart derrière avant le semis que je vais faire. Mon sol se recouvre de nouveau. C'est vrai que j'ai exporté, mais j'ai reprotégé mon sol. Alors, pour commencer, quand vous passez d'un système à l'autre, je vous le mets, bon. Voilà, ça, il faut faire ça avant de rentrer dans le semi-direct, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Et on regarde chez les bio. Les bio d'aujourd'hui, gros problème, ils ont toutes les vivaces dans leur parcelle. Le régras, les rumex, mais non, mais ils n'auraient pas dû. Et ça, c'est un crime. Et quelqu'un devait leur expliquer que pour rentrer en système de semi-direct sans toucher au sol, il fallait enlever les vivaces. Donc ce fameux glyphosate qu'ils veulent enlever à tout prix sans savoir, eh ben, ça aurait au moins servi à pouvoir passer d'un système à l'autre sans ces inconvénients majeurs. Alors les fonctionnaires, là j'avais pris quelques plantes de service pour décrire un peu leur... Voilà, additionner, ça c'est très important, les mélanges de plantes. Additionner les fonctions écosystémiques en associant des plantes de service complémentaires dans l'espace et dans le temps. Voilà, ça veut dire que quand vous faites un couvert végétal, parce qu'il n'y a plus de charrues, il n'y a plus d'outils à disque, on ne travaille plus le sol. Qui c'est qui travaille le sol? C'est les racines des plantes. Pas que les racines, mais c'est des couverts végétaux qui vont travailler, faire toutes les fonctions qui nous intéressent que les charrues faisaient avant. Donc, remplacement d'un outil mécanique par un outil bio, mais un outil complexe. Alors, qui est assez fort aujourd'hui pour dire qu'en dehors de l'action agrégante d'un système fasciculé de graminées, les autres, vous les connaissez? Les pivots de légumineuses, oui, on en a vu, mais attention, il y en a plein, hein. Par exemple, on vous parle du C sur N, carbone, azote, et puis on vous dit, ah ben vous savez, les légumineuses ont un C sur N bas. C'est une idiotie monstrueuse, quoi. C'est vrai, certaines fois. Mais la plupart du temps, les légumineuses qui nous intéressent, c'est pas ça du tout. Les légumineuses qui nous intéressent sont lignifiées. Et elles durent beaucoup plus longtemps qu'un couvert de paille, qui lui est une graminée. Et elles durent en surface du sol beaucoup plus longtemps. C'est du bois, c'est des BRF. Oui. Bon, alors j'ai mis ça comme ça. On saute, vous verrez. Alors là, je vous montre quelque chose de très intéressant. Et c'est là aussi, c'est la découverte, c'est la flore du monde et reconnaître des plantes qui ont des propriétés spéciales. Ici, vous avez un maïs, il est dans un sol. Ça, c'est du caoutchouc qui est là-bas au fond, de l'EVA. C'est au Cambodge que ça se passe. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est ça. Cette plante-là. Vous voyez, elle a des inflorescences là, elle a des grains au bout. Alors elle fait 1 mètre de haut. Elle est normale complètement. Il n'y a pas de phosphore. Et en plus, alors, elle a 2 propriétés. C'est qu'elle est mycorhizée à mort. Elle, s'il y a un peu de mycorhize dans le sol, elle se mycorhize à fond. Donc ça veut dire que le phosphore, elle est capable d'extraire le peu de phosphore qu'il y a là par ses mycorhizes. Donc sa carence en phosphore, elle n'en a pas. Donc elle prend son phosphore. Et elle a dans sa rhizosphère aussi des fixateurs libres d'azote en pagaille. Donc voilà une plante, plutôt que d'acheter 4 tonnes d'amendements pour corriger l'acidité du sol, acheter 250 kg de K2O à l'hectare pour corriger la carence en potasse, un autre temps de phosphore, ça va coûter je ne sais pas combien, de 3000 € à l'hectare pour mettre de la fertilité pour les cultures qui nous intéressent, eh bien on plante cette plante-là, ça coûte les semences et on en sème 6 kg hectare, c'est nul. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mobilise de la fertilité dans sa biomasse. On roule ça, on dessèche et on plante dessus et elle va, en se décomposant, redonner ces nutriments qu'elle a mobilisés dans sa matière verte. Elle va les redonner aux cultures. Là, ça y est, l'agriculture est partie. C'est quand même pas du tout la même façon d'envisager une agriculture dans des sols extrêmement difficiles, non? Et ça, je vais vous le remontrer dans des écologies dites stériles. Vous voyez, un enfouissement de résidus, ben, ça donne ça. La minéralisation sous la culture, ça va très vite, quoi. Surtout si c'est un engrais d'art avec des légumineuses. Et de celles qui n'ont pas de lignine, voilà.
Bon, et puis on voit que le mil et le sorgho, ben, c'est deux plantes différentes. Le sorgho a plus de lignine, il se décompose plus lentement, ça veut dire que il va participer à la formation d'humus aussi un peu mieux, mais surtout c'est que votre couverture de sol pour les mauvaises herbes, il vous la maintient plus loin. Alors regardez dans les racines ce qu'il y a au moment où je dessèche ces plantes pour en faire un couvert. Regardez dans les racines, on croit qu'il n'y a rien, regardez, il y a 40 unités d'azote sur un des couverts, là, il y a 6 unités de K, 12 de calcium, je parle que des racines, c'est la partie du bas. Mais la partie du haut, regardez, 65, 104 même sur le sorgho plus bracharia, alors que c'est des graminées, il y a plein d'azote, mais il est dans les feuilles. Et dans les feuilles, et les tissus jeunes. J'avance, on va aller... Alors ça, c'est des pompes à potasse. En 90 jours, dans un mil, et il y a une des deux variétés en jaune, là, qui a 280 unités de K. Ça veut dire 320 unités de K2O. Ça veut dire 500 kilos de chlorure de potasse. C'est plus malin de mettre une plante comme ça que d'aller acheter 500 kilos de chlorure de potasse Non? Je sais pas. Alors, ça aussi, on peut changer, regardez ça, on peut changer complètement la garniture du complexe absorbant argilo-humique, que vous connaissez tous. On peut le changer avec les extraits végétaux, mais à la température ambiante. Alors, par exemple, le radis et l'avoine travaillent exactement à l'opposé. Il y en a un qui fixe le calcium, vire le potassium, et l'autre fixe le potassium et vire le calcium. Alors, votre garniture, si vous réanalysez votre sol après une grosse couche d'un de ces deux couverts, la garniture n'est pas du tout la même. Et vous l'avez changé. Il y a un témoin à l'eau qu'on garde. Le témoin, notre témoin, on arrose à l'eau, on récupère les filtrats et on réanalyse le complexe absorbant. Alors ça, c'est des sujets, on se demande pourquoi nos amis de la recherche ne sont pas excités sur ces trucs pour faire des merveilles, parce que là, il y a tellement de choses à faire. Enfin bon, je ne veux pas toujours rabâcher. Alors regarde, le radis et l'avoine, tu vois, tu as le témoin percolé à l'eau, là, et le K, il était en marron, là. Le magnésium en vert, le calcium en rouge et l'aluminium. Voilà, regarde les deux là. Et sur les filtrats, c'est l'inverse. Attends, que je retrouve mes trucs. Voilà, mais ça, vous regarderez ça avec du temps. Hein. Je vous les laisse. Bon, ça, c'était une belle phrase qui est au muséum de Washington qui dit qu'il y a plus d'êtres vivants dans une poignée de sol que d'habitants sur la planète. Oui, une poignée de sol. Et il dit que on connaît plus de choses sur la face cachée de la Lune que sur le sol. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est encore dans un noir, même si on sait des choses, c'est sûr, il y a des empilements, on pourrait remplir des wagons de bouquins, mais sur des choses très thématiques, des trucs, mais sur tous les grands ensembles de fonctionnement, moi, j'ai des bouquins, moi j'en ai. Hein. J'en ai plusieurs qui travaillent un peu sur les ensembles, mais ça ne va pas loin, quoi. Si, il y a mes amis, le sol vivant. Le sol vivant, si vous voulez un livre sur l'agronomie, avec des gens extrêmement pointus, suisses, qui ont travaillé sur justement les interactions entre toutes les composantes des sols, alors il est super bien fait, le sol vivant. Il y en a un qui s'appelle Gobat, je ne sais plus, Gobat, il me semble, un des mecs. Le sol vivant, c'est, si vous ne l'avez pas, il y est, mais c'est un livre, vous pouvez lire, parce que voilà des gens qui ont fait une approche beaucoup plus systémique, et sur les interactions entre toutes ces disciplines et tous ces thèmes divers que l'on peut trouver par-ci, par-là, qui ont fait une agrégation vachement intelligente. Ça, c'est des mecs qui ont... Moi, c'est un des livres... Ils l'ont ressorti, hein, là, avec des améliorations. Hein. Alors, regardez les couvertures de sol. Vous imaginez bien que les mauvaises herbes, là, je vous parle, protection contre l'agression climatique, des pluies invraisemblables, elles peuvent tomber quand elles veulent. Vous prenez 500 mm, il ne s'est rien passé. Moi, chez moi, il ne se passe rien. Il peut tomber 1000 mm s'il veut dans la journée. Moi, je dors dans mon lit, j'attends que ça finisse pour aller me balader, mais mon sol est toujours là. Voilà. Alors ça, c'est un exemple, mais vous allez voir, je vais vous en montrer plein comme ça. Alors ça, c'est un truc terrible, ça, justement, résistant au glyphosate. Vous voyez que cette ligne-là, c'est du coton. Là, il est envahi par une plante qui s'appelle Euphorbia heterophylla. C'est une forme. Et ce qui est très drôle, c'est que le monsieur, à gauche là, est sur 5000 hectares. Il a traité avec du glyphosate et du 2,4-D mélangé, ce sont deux herbicides violents. Il ne s'est rien passé, elles sont résistantes. Il a retraité, donc 6 litres de glyphosate, 3 litres de 2,4-D, 2 fois d'affilée, et la plante rigole. J'ai dit, mais tu peux en remettre en concours, il ne va rien se passer. Et alors, ils sont venus, là, c'est une unité à moi, ça, à nous. Et c'est des systèmes côte à côte, il y en a 17. Et ils sont bâtis sur les largeurs de pulvérisateurs, de 27 mètres.
Et vous voyez qu'à partir d'une ligne, là, à droite, il n'y en a plus. Et pourquoi il n'y en a plus? Ah ben, les gens de Monsanto, ils étaient plus préoccupés pour me demander quels herbicides j'avais mis à droite. Aucun. Et je n'ai mis aucun herbicide, c'est simplement la nature de la couverture végétale qui a tout contrôlé. Ça, c'est pour vous dire que même si on a des plantes transgéniques, des plantes qui résistent au glyphosate ou à d'autres herbicides, on s'en fout. C'est quand même un gros espoir pour demain, ça, non, ce que je vous dis. Je les mets à l'ombre, on les met dans le noir absolu là-bas, sous les couvertures végétales. Ah ben, laissez-les tranquilles. Ce que je ne veux pas, c'est qu'elles sortent dans les cultures pour faire de la concurrence à ma culture et me consommer une partie de mon rendement, c'est tout. Mais regardez ça, c'est quand même super beau. Si vous regardez la taille de la paille, on le voit d'ailleurs que la paille de droite est plus grossière que celle de gauche. Allez hop, je vais finir. Enfin finir. Regardez, ça c'est très beau ça. Alors ça j'ai ressorti ces diapos. C'est du coton. Vous voyez que la première partie est couverte. Et après c'est pas couvert, il y a du vert. Ça a été couvert pareil. Le jour du semis, tout était comme la première partie en bas là. Sauf que là où c'est découvert, c'était un type de couverture végétale qui se décompose très rapidement. Ok? Alors que celle qui est vers nous là, ce sont deux graminées, c'est du sorgho et un bracharia qui se décomposent très lentement et qui étaient semés à très forte densité avec 15 à 20 tonnes de matière sèche au-dessus du sol. Alors que l'autre là-bas, il faisait aussi du 12 ou 13 ou 15 tonnes de matière sèche, mais c'est un matériel qui a un C sur N beaucoup plus bas et qui se décompose très vite. Alors, vous voyez bien que chez un agriculteur, vous voyez d'ailleurs que le coton est plus joli là où le sol est protégé, mais ce qui a d'évident, c'est que les cotonniers en grande culture mécanisée ne peuvent pas avoir de verre dans le système. Parce que ça déprécie la qualité du coton graine, des touffes blanches là, avec les petites graines dedans. Donc il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise herbe. Donc ça veut dire qu'une partie de là qui est découverte, il va falloir passer 2 herbicides encore. Donc impact environnemental, je ne vous dis pas, surtout que c'est des produits extrêmement forts. Il y a des dérivés de l'uréa encore et autres trucs. Ah oui, oui. Alors qu'en bas, là, on n'a rien à faire. Souvenez-vous, le vrai sujet, il est où? C'est ne pas utiliser d'herbicides du tout. Si tu manges tous les jours des petites doses, même si elles sont toutes petites, ça finira peut-être par te faire mal. Donc, ce que je veux dire, tout ça, tolérance zéro. Faisons de la tolérance zéro. Pas d'herbicides, il n'y en a pas. Donc, qui est-ce qui est capable de monter des systèmes où on n'utilise plus d'herbicides? Mais ces systèmes-là, je précise bien qu'ils sont à très haute productivité. Et impact environnementaux, mini, zéro. Au contraire, on régénère les sols sous culture. Je vous dis quand même une autre chose. Vous l'avez peut-être un peu deviné. On le verra dans les quelques analyses. Puis vous irez le chercher après dans mes docs. C'est que c'est la première fois que l'homme cultive les sols en augmentant leur teneur en matière organique. C'est pas beau ça? Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est quand même un tournant dans l'agriculture du monde. Voilà. Alors, il y a des couvertures vivantes. Là, vous regardez quelques images, je les passe à toute vitesse. Vous voyez, c'est des couvertures vivantes. Le chien dent, par exemple, vous savez, ce truc-là qui fait peur à tout le monde, je m'en sers, moi, comme une couverture intelligente. C'est là que je fais le maximum de soja, par exemple, en productivité. Alors, je ne le tue pas. Ça vous oblige à baisser les niveaux d'herbicides. Je mets des herbicides pour le calmer un petit peu pendant 20 jours, pour pas qu'il fasse de la compétition à ma culture. Et il revient tout seul après. Donc, et je fais du foin où je mets des animaux dessus. Voilà un système où je me sers d'une plante envahissante. Alors, si vous allez chez les savants qui s'occupent des plantes et de notre flore, ils vont vous dire que c'est des espèces envahissantes qu'il faut vite les arrêter, hein, parce qu'on ne sait pas comment on va finir. Hein. Imaginez. On ne sait jamais des fois. Hein. La plante qui vient vous voir la nuit dans votre lit. Non mais n'importe quoi. On meurt de tout ça. En voilà d'autres, vous voyez, sur des couvertures qui sont jolies d'ailleurs. Des riz, des maïs, bon. Voilà un riz sur une couverture vivante de légumineuse qui est une sœur de l'arachide, qui s'appelle Arachis spintoy. C'est très joli. Ça, par exemple, aussi, 6 ans sans herbicide ni engrais à Madagascar. Bon, c'est sympa, il n'y a pas une mauvaise herbe. Le principe des couvertures vivantes, c'est qu'on met une espèce qui nous apporte quelque chose dans le système. Là, c'est des légumineuses pour les céréales, donc ça nous amène des grosses quantités, 180 unités d'azote par an, par exemple. Mais surtout, c'est qu'elle domine toutes les mauvaises herbes. Donc, on a un herbicide. L'herbicide, c'est l'aile. Donc, on n'a plus qu'une plante maintenant à contrôler, c'est celle-là. C'est de voir comment, dans le début du cycle où la culture n'est pas couverte, n'est pas à l'ombre, comment on minimise sa concurrence avec la culture, surtout s'il y a un accident climatique, une sécheresse. Alors ça, c'est facile, je vous en reparlerai sur la France. On sème avec des espacements très étroits pour faire que l'ombrage du sol aille le plus vite possible. Voilà. Et des plantes qui sont très vigoureuses au départ pour justement faire l'ombrage le plus vite possible. Bon, regardez ce qui tient les machines
On vous dira, ah oui, mais moi dans mes sols, parce que le grand truc du monde, c'est que vous allez chez quelqu'un, vous leur expliquez qu'il pourrait faire ça, le type il te dit, mais chez moi c'est pas pareil. Hein. C'est jamais pareil. J'ai passé ma vie à entendre ça. Et ce profil de sol que vous voyez là, regardez, on voit qu'il y a un profil résilient. On voit qu'il y a une trame élastique là. Les machines passent dessus, il y a l'eau qui court derrière la roue et elle disparaît. Ça veut dire qu'il reprend sa forme après le passage de l'impact du poids de la machine. Alors les leusines dont on parlait ce matin, c'est ça. Vous voyez, quand on est à deux pour tenir le pied là, et on a enlevé la terre. Je l'ai secoué, tu passes un godet dessus pour faire le trou et une tranchée, tu soulèves 50 cm de sol avec. La terre ne tombe pas, elle est tenue par les racines. C'est vraiment une machine, bon. Mais il y en a d'autres en France, tu verras tout à l'heure. Ça, je l'ai observé pendant très longtemps, c'est que les systèmes racinaires ne sont pas faits pareil. Pour la même espèce, entre un labour planté au même moment et un semi-direct, c'est des chandeliers sous le semi-direct, alors que sous le labour, c'est des espèces de cônes, voilà. C'est pas pareil. La morphologie racinaire n'est pas la même pour la même espèce plantée à la même heure. Et au-dessus du sol, il ne faut pas oublier de le dire aussi, c'est que si vous avez un maïs en semi-direct et un maïs en labour, avec le même niveau d'intrants chimiques ou pas, vous allez voir, sur le semi-direct, c'est plus court. Les plantes sont plus courtes. Donc si vous avez des plantes qui sont à la limite de la verse sur le labour, vous les mettez en semi-direct, elles ne versent plus déjà. On a gagné quelque chose, une caractéristique génétique que la plante avait, une sensibilité. Eh bien, en semi-direct, les entrenœuds sont plus courts, les gaines sont plus enveloppantes. Sur les céréales, la paille est courte, voilà. Bon, tu vois, les sols, on fait des belles fosses. Alors, je vous ai parlé d'une fourche ce matin. Méfiez-vous, c'est pas tout le monde qui peut acheter une fourche. Hein. Non, mais c'est vrai, on ne trouve plus où les acheter. Mais si vous trouvez un endroit où on peut les acheter, vous achetez une fourche. Vous vous rappelez qu'il faut laver un profil, on peut le laver avec un pulvérisateur à dos pour bien voir les racines et tout ça, c'est formidable. Moi, je les colore en plus, je passe une bombe colorée dessus. Ça fait des trucs superbes. Bon, c'est plus pour l'œil, mais on voit mieux. Tout ce qui est dans un volume, on le met dans un plan, en le lavant bien. Et là, vous voyez bien la densité des racines, vous voyez les endroits où elles changent de forme, où elles changent de direction, parce que, ah, tiens, là, il se passe quelque chose, on va aller le chercher doucement. Bon, donc l'outil, un des outils géniaux qui accompagne la petite tarière pour regarder l'infiltration de l'eau, ce que je vous ai raconté ce matin, la fourche, les systèmes racinaires, ça s'appelle le profil cultural. C'était le plus bel outil que la France a inventé. Merci à nos anciens, moi je suis déjà un peu ancien, mais je remercie notre ami le profil cultural, Hénin, et je l'ai eu comme prof, moi. Ah oui, je l'ai eu. Alors ça c'est intéressant aussi, regarde. Pour vous dire comment fonctionne l'SCV, il faut que je sorte de cette partie parce que je vais vous montrer plein d'autres choses. Ça c'est au Cambodge, c'est des agriculteurs qui travaillent, où on leur a monté, c'est marrant ça, la coopération française, les experts leur ont monté des projets rizicoles sur de grandes surfaces, sur du sable, il faut le faire. Un projet avec irrigation, alors que le sol c'est du sable. Super. Non mais, alors les paysans sont là. Oui, alors ça je comprends. Alors on va s'en occuper. Oui. Est-ce qu'on avait besoin d'aménager? Non. Ça change tout. C'est des millions remboursés par hectare. Et alors regardez, ça c'est ce qu'ils font. Vous voyez la couleur de leur sol sur leur riz, dans leur pratique avec travail du sol et tout le truc. Ça c'est sous la forêt. OK. Native Vegetation, il a marqué là. Et là c'est un SCV qu'on fait là-bas qui a 4 ans. Vous pouvez remarquer que l'écosystème originel à droite et le SCV au bout de 4 ans, ils ont quand même beaucoup de choses à voir. Vous avez vu que les acides humiques ont déjà coloré presque tous les sables. Hein, c'est déjà assez joli quand même. Bon, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas forcément, parce que vous entendrez parler aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup dans ce pays qui vous diront que pour passer du travail du sol au SCV, il faut au moins 20 ans. Quoi. Alors qu'il faut 3 mois d'une bonne... Et après, entretenir cette machine-là. Mais il faut 3 mois pour passer de l'un à l'autre, pas plus. Je vais vous montrer les schémas du Canada, vous allez voir, c'est ce qu'on a fait là-haut. Bon, ça, c'est des bousiers. Et 25 trous, 1 mètre de profondeur dans le profil. Il peut tomber 10 000 mm, 10 mètres cubes à l'heure, il n'y a pas une goutte d'eau en surface. Alors les trous, vous les voyez mal parce que la photo est peut-être un petit peu pas encore assez obscure, mais les galeries là, elles descendent jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et moi je suis allé voir, alors là on est un peu vicieux, on a été regarder un peu, il sort la nuit le bestiau là, et il va chercher des feuilles de ces légumineuses et il les descend dans son trou en bas. Donc en plus, les galeries sont tapissées, sont plus foncées, donc elles mettent de la matière organique sur les galeries. Et là, alors si on fait le carbone dans un truc comme ça, je ne sais pas très bien comment on le mesure, parce que ça peut être un peu délicat. Parce que là, elles en ont rentré quand même un paquet.
Enfin, c'est des curiosités. Comment voulez-vous qu'une petite tête humaine, aussi brillante soit-elle, puisse imaginer, dans la complexité de la nature, j'y reviens toujours, son intelligence et sa diversité infinie, comment peut-on prévoir tout ce qui peut arriver? Oui, si vous voulez voir un TCS, juste, c'est un sol sableux, ça. Voilà un travail du sol qui est répété, il y a des répétitions. Et là, c'est un TCS. Voilà un TCS. Et voilà un TCS. Les voilà. Ça, c'est le carbone avec les horizons empilés là. Et là, c'est des SCV. En voilà. Et en voilà d'autres ici. Vous voyez qu'au niveau du carbone, ça n'a rien à voir. Donc les TCS, quand on vous dit, ah oui, agriculture de conservation, oui. Oui, mais ça ne fonctionne pas toujours très bien parce que les 4 cm qu'on gratouille, c'est là où est concentré l'humus et que s'il y a une grosse pluie et qu'on fait un différentiel de physique entre ce gratouillis-là et le sol qui est un peu dessous quand on a passé des machines en sol humide et tout, eh bien, ça fout le camp tout de suite dans la rivière et que c'est le meilleur qui fout le camp. Donc les TCS, bon, écoutez, les réponses sont variables suivant le climat, suivant tout, mais en tout cas, pour le carbone, à côté des SCV, ça fait toute la différence. Si vous voyez le TCS, regardez-le bien ici, il est là dans cette colonne-là, il est là répété ici dans cette colonne-là. Vous voyez d'ailleurs que les deux chiffres sont voisins pour tous les horizons. Par rapport au SCV, c'est la moitié, quoi. Je veux dire, donc si on veut que la fertilité organique, moi je l'appelle organobiologique, augmente dans un sol, eh ben, c'est pas avec les TCS qu'on va y arriver. C'est mieux que le labour, c'est sûr, mais pas tellement mieux, c'est un petit peu mieux. Ce tableau à gauche, là-bas, à droite c'est les maladies et à gauche c'est la production du coton. Dans les SCV, si vous optimisez le sol, tout ce qui touche au sol, à ses fonctions, la génétique, c'est un détail, je m'excuse. Dès lors que le matériel génétique en question a été créé pour de très hauts potentiels. Là, vous avez les barres rouges là-bas. C'est avec des SCV, à part une barre à droite, qui était une nouvelle variété envoyée par les Américains, toutes les autres ont fait le même rendement. Ça veut dire que le côté génétique, dès lors que tu peux pousser les variétés jusqu'à 110 quintaux, on va dire, de blé, 120, et on s'en fout. On s'en fout. Je veux dire, ce qui est important, c'est la gestion du sol qui nous amène ça. Regarde, le bleu, c'est les mêmes variétés. Les barres bleues à gauche là-bas, c'est les mêmes variétés, mais dans un système qui n'est pas un SCV. Ben regardez, il y a des variétés qui ne produisent plus. Les barres bleues, elles ne produisent plus. Mais si vous regardez à droite, la même, c'est elle qui a le plus de maladies. Donc il y a l'expression du potentiel se fait à travers plusieurs choses. La capacité génétique, mais aussi la contention des maladies. Alors la contention des maladies, il n'y a pas que la génétique, il y a aussi la gestion du sol, qui lui vient avec son système sanitaire dans les racines, avec des hormones de croissance, des molécules, des trichodermas et des tas d'organismes qui viennent nous aider à contrôler les champignons et autres. Donc voilà, vous voyez, on peut toucher au carbone aussi. Alors ça, vous voyez, ça c'est des riz. Et on a créé ces riz, regardez, c'est le riz qui est à droite sur la photo en racine. Alors que les riz traditionnels ou améliorés d'ailleurs, sont comme ça. Donc on met 50% de plus de carbone dans le sol. Ça veut dire que l'histoire de la séquestration, parce que ce carbone qui est dans le sol, lui, il est protégé des actions humaines si vous continuez en semi-direct. Donc c'est un acquis, on ne va pas le redéterrer dans les 5 minutes. Donc vous voyez que même par la génétique, on peut arriver à mettre plus de carbone en utilisant une culture comme le riz. C'est simplement en changeant de cultivar, sous réserve qu'ils produisent au moins aussi bien au-dessus, mais ils produisent plus en plus. Mais en plus, en dessous, ils produisent beaucoup plus. Bon, c'est un exemple pour dire que le carbone, eh ben, on peut l'avoir aussi par ce qui se passe dessous, et beaucoup. Voilà. Ouais, alors là, intensification écologique égale intensification de la production, vous avez une situation de départ. Et là, regardez, c'est l'évolution de la productivité entre 86 et 2000. Voilà, c'est pas mal. Entre le soja qui est en vert, ou du soja mais avec un niveau moitié d'engrais qui est en jaune et bleu, et on voit comment on a fait progresser tout ça. Et là, la génétique, je n'y ai pas touché, c'est la gestion du sol. On progresse beaucoup plus par la gestion du milieu que par les cultivars, sous réserve qu'ils aient un gros potentiel de production. Mais là, on a déjà tout créé en 1980. Peut-être vous ne le savez pas, vous n'étiez pas né, pour beaucoup. Si? Non. Vous n'étiez pas né, je ne me trompe pas. Et eh bien en 1980, il y avait des gens qui produisaient 100 quintaux de blé. Ouais. Aujourd'hui, on produit quoi? 100 quintaux de blé. Quand ça va, très très bien. Mais je veux dire, 100 quintaux de blé, il y a longtemps qu'on sait faire 100 quintaux de blé. Et depuis, le potentiel là, il n'a pas bougé.
On aurait pu s'asseoir à un moment donné entre généticiens, appeler d'autres personnes qui ne sont pas généticiennes, ou moi qui fais un peu les deux, et dire à ton avis pourquoi on n'avance pas? Je leur ai dit parce que vous ne gérez pas le milieu. Alors les Antilles, un mot, vous avez entendu la controverse probablement, chlordécone, un organochloré, utilisé sur la banane à dose massive. Situation compliquée, j'en dis pas plus, mais bon, c'était un fait. Et je suis allé voir ces gens-là, regarder un petit peu, et on est sur un volcan. Et il tombe 3200 mm de pluie. Et il laboure les mecs. Alors, écoutez, transfert de technologie de la métropole vers les tropiques, chercher l'erreur, toujours le même truc. Et je vous dis, les routines, les trucs, mais c'est vraiment des dinosaures à faire bouger. Mais c'est pas ça qui m'embête, c'est que à 1 heure de là, par un avion n'importe lequel, il y a le Brésil qui fait du semi-direct, qui ne laboure plus les sols. Vous pouvez m'expliquer pourquoi personne a pris un avion pour aller voir de l'autre côté là? Voilà, quand je vous dis qu'on refait des écosystèmes forestiers, ça c'est une couverture végétale, elle a 1 an. Non mais moi vous voyez, ça vous fait un peu sourire, mais moi, si vous me voyez sur le terrain, vous allez mourir de rire. Là c'est un gamin qui a trouvé un couteau, quoi, une poule peut-être. Je ris, mais je suis heureux, vous pouvez pas savoir le bonheur que quand je vois des trucs pareils, moi. Vous imaginez comment les 3200 mm de flotte là, et c'est une légumineuse, ça c'est 240 unités d'azote là. Et vous croyez que je vais planter de la banane dessus? Je suis pas fou. La banane, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je veux les prolonger à 10, 15, moi maintenant, les prolonger. Et alors, ce que je vais mettre au sol, c'est une légumineuse petite comme ça, là, à l'ombre, qui va fixer de l'azote, qui va le donner à la banane et qui va contrôler les mauvaises herbes, contrôler tout. Je veux aucun entretien dans les bananeraies. Donc derrière ce monstre-là, je vais mettre autre chose. Ça, c'est entre 2 plantations de bananes. Enfin, c'est toute une histoire, je ne veux pas vous... Mais c'est super. Moi, j'adore cette histoire parce que... Alors là, j'ai un peu arrêté ça pour qu'on broie. On fait du BRF dans la parcelle, quoi. Là, bon, tu peux planter les bananes pareil, mais bon, je veux dire, c'est un peu dommage, quoi. Alors, quand j'ai cette photo-là, je leur fais planter, alors je vais les voir de temps en temps, je leur fais planter ça, puis là, j'ai 4 coups de téléphone dans la même semaine. Le mec, il m'appelle, il dit « Hé, Lucien, on a un problème. » C'est quoi ton problème? Il y a la plante de couverture qui va passer par-dessus les bananiers. On fait quoi? Rien. Les bananiers vont passer par-dessus la plante, t'inquiète pas. Tu es sûr? Bah écoute, oui. Écoute, fais ce que tu veux, mais je te dis, n'aie pas peur. Mais là, ils étaient à la limite de commencer à saccager tout, quoi. Bon, vous allez voir. En voilà une autre. Alors celle-là, c'est un monstre. 16 bagnoles s'appelle. Mélangée à des graminées, là. Regardez la hauteur qu'elle fait à côté des jeunes bananiers, là. On est en train, elle est à gauche. Regardez le système racinaire et la fixation d'azote. Et regarde, le soja est un petit rigolo à côté sur la fixation de l'azote. Ça doit fixer peut-être 300 unités d'azote, je ne sais pas combien, et ça pousse dans les sols hydromorphes. Alors regarde dessous ce qu'on a installé, ce qu'on était en train de semer, c'est ça. On roule la grosse biomasse que vous avez vue. Maintenant, on sème cette petite plante qui est une légumineuse. Elle ne va pas dépasser ça, elle contrôle, c'est l'herbicide naturel. Elle fixe de l'azote qu'elle donne à la banane. Et on n'entretient plus les plantations. Voilà, super. Et ça, vous savez ce que c'est une mauvaise herbe. Intéressant, non? Alors les mauvaises herbes, moi je m'en vais dans la nature. Je reviens à la nécessité pour l'agriculture du futur de connaître les plantes, la flore générale. À quoi elle sert? Elle a des fonctions, lesquelles, si on peut les reconnaître? C'est ça le sujet, je fais que ça. Et bon, donc cette plante-là, Microtea, alors qu'est-ce qu'elle fait de bien à la banane? Peut-être rien, mais en tout cas elle protège les sols complètement. Et je n'ai pas besoin d'herbicide, j'ai besoin de rien. Donc pour le moment on en est là, on vient de la mettre. Mais enfin bon, c'est un bel exemple de... Celle-là aussi, alors celle-là, elle a une autre, Drimaria cordata, ça aussi, les gens ne savaient pas ce que c'était. Cette petite plantouille-là, c'est la seule plante que j'ai vue pousser quand les sols sont complètement intoxiqués par les pesticides. Là, il y a des quantités de pesticides dans les sols, c'est une horreur. Eh bien, cette plante, elle pousse et elle domine tout le monde et il n'y a plus qu'elle qui reste. Alors j'ai dit, ne la jetez pas, on en fait des boutures, on prend les graines, on est en train de la multiplier pour les situations où au côté biorémédiation, on n'aurait pas ce qu'il faut sous la main pour essayer de corriger ça assez vite, eh ben on peut mettre cette plante-là parce qu'elle va nous faire des fonctions de protection des sols, de contrôle de mauvaises herbes, qui évitera qu'on mette encore plus de pesticides et autres trucs. Donc on la multiplie aussi, c'est marrant. Alors celle-là, je l'ai vue partout dans le monde tropical, moi. Mais je ne savais pas qu'elle avait cette propriété-là. Il a fallu aller chez les planteurs, où il y avait le plus de chimie enfilée dans les sols depuis 30 ans, pour la trouver. Alors là, je fais un petit résumé en disant déjà tout ce qu'on sait faire.
Réduction de 80% jusqu'à suppression de la fertilisation PK, oligo, des insecticides, des fongicides pour les SCV les plus performants. Ça veut dire qu'est-ce que c'est qui différencie ce système des systèmes bio? À part un tout petit peu de glyphosate, et moi je reste en dessous d'un litre hectare. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on met d'autre? Un petit peu de glypho. Et puis un petit peu d'herbicide dans les cultures. Par exemple, on a mis un 1/8 de dose sur le maïs de Christian. Voilà. Mais les autres, c'est un peu du même tonneau. Il y a 7 millions d'hectares de prairies naturelles en France. 7 millions d'hectares. Sur un total planté de 29 millions, quelques bricoles, 30 millions pour simplifier, ça en fait quand même un paquet. Et elles ont été écartées il y a très longtemps de l'agriculture parce que pentes comme ça, elles n'étaient pas propices à une agriculture mécanisée pour l'érosion et autres trucs. Mais en semi-direct, on s'en fout. Moi, je monte dans des trucs hauts comme ça, j'en ai rien à foutre. Marchionnet en est un exemple. Donc, je veux dire, donc les pentes ont disparu. Comment on n'a pas reconsidéré que ces parcelles pouvaient être intégrées? Or, les parcelles qui sont en prairie naturelle au niveau matière organique, vie biologique, mais c'est le pied. C'est un pied colossal. Voilà encore un témoin de vie et de sol riche en matière organique. Et si vous n'avez pas un bout de forêt pour chercher un témoin chez vous, allez dans les prairies les plus vieilles naturelles. Voilà, et vous allez trouver là aussi une référence du milieu qui est excellente au niveau vers de terre, matière organique et autres, porosité. Ok? Bon, voilà, là à gauche, c'est la France. Hein. Vous avez à gauche du labour et à droite du semi-direct. Voilà. Si vous aviez un tracteur, vous essaieriez de rentrer à gauche, là, vous faites 2 mètres, vous êtes planté jusqu'aux essieux. À droite, vous vous baladez en courant, vous voyez la gueule du blé aussi, il y en a un qui respire, il est vert, c'est celui qui est sur le semi-direct, et l'autre, il est jaunasse, il est en anoxie. Voilà des couverts végétaux avec 5 espèces là. Et le monsieur, il fait 1,92 m. Donc ça vous dit que c'est quand même un beau couvert. Je vais vous en montrer les plus beaux encore. Mais enfin, c'est pas mal. Celui-là, il est plutôt pas mal. Il fait 2,50 m à peu près. Alors, il est tout coloré, mais il n'y a que des plantes annuelles. Une façon d'éviter le glyphosate, c'est de faire des couverts végétaux, si vous n'avez plus de vivaces qui sont restés dans vos parcelles, de les faire avec des plantes annuelles. Et les plantes annuelles, quand elles mettent leurs inflorescences, il faut qu'elles les mettent bien dehors, vous les roulez et elles ne repartent pas. Donc il n'y a pas besoin d'herbicide. Il n'y en a pas besoin. Alors ça, je vous montre cette image parce que c'est simplement pour vous dire qu'il faut oser, je vous l'ai dit ce matin déjà, je vous le répète, quand on a des restes, des soja, des colza restés en terre, et il y en a un paquet de graines, vous avez les repousses que vous voyez sur la droite de la photo là. Et on a dit, mais bon, très bien, impeccable, ça nous fait un couvert pour le blé qui arrive derrière, c'est impec. Et puis comme c'est semé très dense, ben, les mauvaises herbes aussi, ça contrôle pas mal de choses. On a mis de la veste dedans. Regarde à gauche là, elle a fini par sortir, et une liane, et puis après, elle est sortie, et à la fin, au mois d'octobre, elle était épaisse comme ça, tu vois plus de reste il est dessous. Et par contre, je peux te dire que le blé, l'année d'après, au mois de mai, quand tu es arrivé, tu savais où était la veste. Ah ben oui, non, mais le blé, on a pris 700 kilos avec de la veste. Qu'est-ce que ça coûte de balancer de la veste dans du blé, dans du colza, avant de le couper, avant même de le couper? La veste naît très très bien en semis à la volée. Tu la balances à la volée, tu mets tes 40 kilos de veste, tu moissonnes. N'importe quelle veste? Oui, là, n'importe laquelle. Et puis là, elle va venir en même temps que, donc les deux vont arriver ensemble. Là. Donc tu as une couverture de sol fantastique. Ça, c'est chez Sarah. Elle avait des trous dans sa luzerne. Et on l'a bouché avec de la veste. Regarde, c'est marrant. Hein. Donc voilà un exemple de se passer complètement d'herbicide, encore une fois. Tu vois, c'est joli quand même. La luzerne et la veste ensemble. Bon, c'est un exemple. Hein. Allez, hop, j'avance. Alors ça, c'est les blés. Bon, alors vous voyez un blé conventionnel. Alors, ce qu'on a fait dans la propriété de ce monsieur qui est un agronome comme moi, qui travaillait au CIRAD comme moi, et quand il est rentré chez lui, il avait une propriété, lui. Il a de la chance, une belle, en Berry, 200 hectares. Très jolie, bon. Il a repris tout ça, et puis on l'a mise en semi-direct, immédiatement, quoi. Et donc, il a fait des couvertures mortes et tout ça, puis on est passé aux couvertures vivantes. Donc, tu vois, 78 quintaux dans les bancs de labour, avec 180 unités d'azote, voilà. Et là, on est en SCV, c'est-à-dire exactement sur la même parcelle, dans la même bande, mais fait en SCV, 84 quintaux, donc ça fait quand même quelques quintaux de plus. On pourrait considérer que c'est un peu pareil, mais un peu plus haut quand même. Hein. Nous, on a, sur 15 ans, maintenant je suis en train de faire les coefficients de variation, on a en moyenne de 600 kg à 1 tonne
c'est l'écart de rendement en faveur des SCV par rapport au labour. Il ne s'agit pas de dire que c'est pareil, c'est pas pareil. Et donc, avec 100 unités d'azote, vous avez remarqué en haut, 180. L'azote est le polluant, c'est le gros pollueur. On sait que l'efficacité de l'engrais azoté, 50, 60%, 65% dans les meilleurs cas. Donc c'est un engrais qu'on achète, on en perd la moitié, son efficacité. C'est un engrais, et en plus il pollue, on le sait, c'est ce que vous voyez à la télé, entre les algues vertes de Bretagne, c'est pas de l'engrais minéral, mais c'est des lisiers, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est toujours... Cet élément est au cœur des discussions françaises avec des gens qui, la plupart du temps, ne connaissent pas le sujet. Mais enfin bon, passons. Alors, vous voyez que donc on a baissé de la moitié presque la dose d'azote et on produit plus. Alors oui, on a fait un bon truc, on nous a dit, mais attention, les pesticides, hein. Eh bien, on a dit, on vous fait tout. Alors Arvelis était là, j'ai dit, mais faites-le. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez traiter les semences et traiter la culture, même si elle n'en a pas besoin. Vous mettez la somme de pesticides que vous mettez. Vous traitez les semences, vous avez appliqué 4 pesticides dans les propriétés autour, là, 4 fongicides, et bien appliquez-les sur notre truc qui n'en a pas besoin. Donc on l'a fait là-bas à gauche, on a fait 84 taux, et à droite, aucun traitement, 78. Ça change tout. Alors, un petit truc intéressant, c'est que les plantes, voilà, encore des choses qu'on découvre chez les plantes, que vous ne trouverez pas dans la littérature, ou pas beaucoup, je crois, ou alors cherchez bien. Vous voyez qu'à gauche et à droite, la luzerne, c'est pas pareil. C'est quand même assez clair. Et là, c'était une courbe de réponse à l'azote. C'est tiré au cordeau. À droite, on est au-dessus de 140 unités d'azote. À gauche, on est à cette dose-là qui est à gauche est à 120. Et on s'est aperçu que là où les doses dépassaient un certain niveau, alors, il y a plusieurs interprétations, bien sûr, mais il y en a une qui est un peu évidente, c'est que c'est une plante qui fonctionne avec son rhizobium. Ce qui l'a fait vivre et qui l'a fait dominante sur les autres espèces, la luzerne, elle contrôle toutes les mauvaises herbes, quand elle est bien installée, c'est qu'elle a un système de fixation. Elle, dans les ressources, elle arrive à pomper de l'azote, à dominer, à faire ce qu'elle veut. Mais si tu lui enlèves, parce que quand tu mets beaucoup d'azote sur une luzerne, elle ne fixe plus d'azote. Et donc elle devient une mauvaise herbe comme une autre. Et regarde, ben, elle disparaît. Ça, c'est les courbes de réponse avec la dynamique de l'azote, le taux de protéines. Vous avez vu que le taux de protéines, la courbe verte avec les doses de la courbe de réponse, c'est 0,50, 100, 150, 200, 250. Vous voyez que la courbe avec la luzerne est au-dessus de l'autre. Alors qu'on a passé 20 ans en recherche avec Koch et d'autres mecs, des anciens, là, des très vieux, qui s'occupaient de savoir comment fractionner l'azote. Il travaillait que sur les céréales, ce monsieur Koch, COIC. Ah oui, c'est un homme célèbre sur l'azote. Et il essayait de gagner des protéines sur le final. On en a mis des années à faire des expérimentations à l'INRA et ailleurs, et je crois qu'il était à l'INRA, lui. Et regarde, c'est le coup d'un seul, on met un couvert végétal qui est une légumineuse, et on a un décalage des deux courbes, et quand tu es à 120 unités, ce que nous on met entre 90 et 120 unités sur le blé pour produire 80 quintaux, eh bien la courbe s'écarte encore un peu. On a plus d'1% de protéines en plus cadeau. C'est magnifique. Alors oui, ça c'est chez Hubert Charpentier, son blé là. Le coût total à l'hectare pour la culture, les charges proportionnelles de la culture, sur le labour, là, 388 €, son rendement 78 quintaux, coût d'un hectare de blé, 4,97 €. En SCV sur luzerne, 245 au lieu de 388. Le rendement, 80 quintaux, c'est à peu près pareil, il est gentil. Coût d'un quintal de blé, 3 € au lieu de presque 5. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse, très courte. Et j'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes. Vous avez entendu parler cet été que le prix du lait, c'est un truc horrible. Vous êtes d'accord? Alors vous êtes d'accord, je ne vous demande pas. Parce que moi, je ne connais pas le prix du blé. Le prix du lait, je ne suis pas spécialiste du prix du lait. On entendra bientôt ça pour la viande, pour autre chose, pour autre truc. À votre avis, est-ce que c'est une bonne analyse, ça, de dire le prix du blé? Je vous y ai amené quand même, là, tout doucement. Ce que je veux vous dire, c'est que si votre coût de production est le tiers de celui du voisin, un tiers moins cher, avec le prix du blé fixé le même pour les deux, il y en a un qui se trouve bien et qui gagne des sous, et l'autre, il est en rouge. Est-ce que vous pensez sincèrement que tous les paysans français sont au même niveau technique et au top technique, donc ils savent conduire leur exploitation pour produire du lait ou de la viande au top niveau et qu'ils sont tous au même niveau? Non, nous sommes d'accord. Sûrement pas. Et qui est-ce qui est au top pour avoir des coûts de production bas
et dégager des marges parce qu'ils produisent bien et de manière plus régulière qu'en travaillant les sols et autres. Nous, tous les mecs de mon réseau sont comme ça. Si vous trouvez un mec de mon réseau en train de faire grève, vous m'appelez, hein. C'est qu'il a voulu aller s'amuser à taper sur la gueule à quelqu'un, mais sinon ils iront jamais. Christian n'a jamais été faire grève. Je veux dire, bon, il serait ravi si tu en lui augmentes le prix du lait ou de la viande. Mais je veux dire, mais que... Et vous avez entendu parler de ça? Moi j'ai entendu parler assis dans mon fauteuil parce que là j'ai écouté. C'est la France. Encore une fois. C'est... Nous, on est pénalisés en Europe. Ben oui. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils ont fait des grosses concentrations, des fermes énormes, ce qu'on veut faire, je ne sais plus où, là, dans le Nord, je ne sais pas quoi. Les Espagnols ont fait pareil. Ouais. Et nous, non, on n'a pas ça. Donc là, c'est pas pareil, parce qu'ils arrivent à réduire les coûts. Là. Deux, les pays de l'Est, toujours les mêmes. Hein. L'Allemagne, ah ben, l'Allemagne, elle utilise de la main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est, qui coûte beaucoup moins cher, alors que nous, ça coûte très cher. D'accord? Les Espagnols, c'est pareil. Ils utilisent de la main-d'œuvre qui vient d'un peu plus bas là-bas. Pareil. Donc on est vraiment dans une situation, ça ne peut plus durer. Voilà les arguments. Et alors je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne veux pas me permettre de dire ce genre de choses. Je n'ai pas les éléments, mais j'imagine que ça existe effectivement. Mais le sujet, il est bien dans les coûts de production, aussi sous réserve qu'on surveille la grande distribution, qu'elle ne vienne pas ronger tout ce que tu viens de gagner d'un côté, parce que là aussi, il faut surveiller. Et là, il y a des arbitrages qu'on peut faire, on le sait. Mais 1,50, je sais pas quoi, le litre de lait, là, ou je sais pas trop quoi, ou la tonne, je sais plus, mais je sais plus. 28 centimes le litre. Bon, 28 centimes le litre. Mais je veux dire, ça représente rien par rapport à la diversité de production, des coûts de production des agriculteurs. Il y en a qui sont en rouge immédiatement et qui produisent à perte, et d'autres qui gagnent du fric. Alors ceux qui gagnent du fric, il y en a très peu, mais c'est ceux qui ont baissé leurs coûts et qui arrivent à bien produire. Donc je veux dire, des responsables sérieux, politiques et autres, aurait dû se faire souffler dans l'oreille qu'un des objectifs de ce pays de France, c'était de baisser les coûts de production, d'arriver à produire beaucoup en baissant les coûts de production. Et que si on arrivait à faire ça, ben, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le lait augmente, on va les laisser augmenter s'ils veulent bien augmenter. Mais je veux dire, le sujet, il est là. Alors ça, c'est la synthèse, le résumé. Alors tu vois d'ailleurs que le chiffre de son SCV de ce côté-là, il est plus élevé que le 245 qu'on a vu. C'est-à-dire que depuis qu'on avait monté ces tableaux, les 2-3 dernières années qui viennent de passer, on a encore baissé les coûts. On continue à baisser nos coûts. C'est-à-dire on arrive à 288, je ne sais plus combien là-bas. Les TCS, c'est ceux-là, là, 410. Et la chimie labour, avec chimie paquet, ça veut dire 250 unités d'azote hectare, à 300 unités, bien sûr. Voilà, oui, ils vont jusque-là, les mecs. Eh bien, on arrive à 608. Ça veut dire que, je reviens à ce que je vous racontais tout à l'heure pour parler du coût du prix du blé. Par exemple, le prix du blé aujourd'hui qui a baissé beaucoup. Un mec qui a 608 € de coût et un autre qui a 288. Vous savez, quand on a 200 hectares, ça fait beaucoup d'argent, hein, de différence. Il les a calculés en bas. Bon, eh bien, écoutez, ça fait des sommes assez considérables. Donc, je crois que les coûts sont quand même au cœur du raisonnement sur les prix payés et toutes ces choses-là. Et voilà, le malaise qu'il y a dans ce pays, c'est qu'il y a une hétérogénéité colossale de compétences, je dirais. Alors, pas parce que c'est la faute aux paysans, j'en suis un, moi, je ne vais pas me donner des claques, non? Et j'en suis un issu des petits paysans pauvres de Dordogne, donc je connais bien ce sujet de la polyculture, de l'élevage et de l'agriculture bio, puisque j'ai été élevé dedans. Et voilà, bon, donc moi je ne vais pas... Mais ce qui est certain, ce que je dis est vrai, c'est que si les paysans de France avaient des coûts de production, savaient gérer autrement, agronomiquement, économiquement, techniquement leur propriété agricole, il est probable que le 28 centimes là, deviendrait, je ne dis pas qu'ils vont être riches, mais ils gagneraient leur vie. Ils ne seraient pas en train de foutre le bordel dans la rue. Regardez, c'est cette année. Cette année. Donc une année complètement, vous le savez tous, ça a été une année horrible. Froid, pluie, jusqu'au mois de juin. Avortement des épillets du blé, du machin. Bon, il y a des gens en Beauce qui ont produit des 24 €. Hein. On n'a jamais vu ça, de mémoire de pépé, de... Voilà. Et alors, regardez chez Hubert, toujours. Blé tendre, 52. Travail du sol, 3 fongicides. Un demi-fongicide, donc ça fait 6 fois plus de fongicides, si on parle en proportion. 59. Donc on a 700 kg d'écart. En faveur, toujours, du SMIC direct. Comme nous, on mesure toujours, tout le temps, en faveur du SMIC direct.
Le blé tendre, mais sur sol sableux, là c'était sur l'argilo-calcaire, là c'est sur sol sableux un peu plus acide. Regardez le poids spécifique du premier, 71, 77. Non mais, attendez, on touche aussi à la qualité de l'aliment qu'on produit. Un PS de 77, les gens achètent aujourd'hui. 71, on se demande où on va le mettre. Eh oui. Alors, sur le sol sableux, 37, 43, 600 kg d'écart. PS 59, 70. Et là, alors là, c'est le gag. On sait très bien que le blé dur, il est positionné un peu trop haut du côté du Berry. C'est un peu limite. Et que les mauvaises données, on risque d'avoir des... On a déjà produit des 60... L'année dernière, 74 quintaux, on a produit de blé dur. C'est quand même super bien, quoi. Bon, sur la luzerne et compagnie. Mais regardez, 14 quintaux et 28. Simplement, du simple au double. Alors, 14 quintaux, c'est nul. Et voilà. Alors, il a mis là 100% bactéries. Non, ça, c'est pour les poids d'hiver. PS 58 et 71. Et il me dit que son blé dur, le peu qu'il a, les mecs vont le lui prendre quand même. Ouais, les mecs vont quand même le lui prendre, celui qui est sur le SCV, quoi. L'autre, même pour les animaux, on a du mal, quoi. Donc là, c'est 100% de plus, quoi, je veux dire. Et, regardez bien en haut, 3 fongicides d'un côté, de l'autre côté, un demi-fongicide. Pourtant, l'année était vraiment... qui favorisait vraiment toutes les attaques pathogènes et tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc là, au niveau biologique, on voit bien la force des SCV, la force des plantes, donc, et de ces communautés de plantes pour avoir un service sanitaire sérieux au niveau du sol qui permette d'économiser de la phyto polluante diverses et variées, quoi. La nature se récupère à une vitesse que vous n'imaginez pas. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Ce que je vais vous dire là, vous allez dire, il fabule. Non, on le sait. Nous, maintenant, on le sait. C'est qu'il va falloir oser supprimer des intrants chimiques. Les mecs, ils ont trop peur. Je vais vous montrer des parcelles, moi, il n'y a que des mauvaises herbes. Je fais 14 tonnes de maïs. Vous ne pouvez pas rentrer dedans tellement qu'il y a de mauvaises herbes. Alors que là, ils envoient une pièce là, comme ça. Il y a 3 mauvaises herbes, le mec, il applique des herbicides. Ah oui, oui. On est rentré dans un espèce de circuit de malade. Alors, mauvaise, qui c'est qui a dit ça d'abord? Moi, je m'en sers des mauvaises herbes. Elles me servent énormément. Je vous ai raconté ce matin que je les fertilisais, moi, pour faire de la biodiversité positive qui va me fournir des services agronomiques gratuits et que cette biodiversité, elle est là. Pourquoi j'irais en introduire une nouvelle si je n'ai pas les plantes qui m'intéressent dans le lieu? Donc, je peux me servir de ce qui existe. Donc, voilà. Ça, c'est des sujets absolument fondamentaux. Bon. J'irai te chercher ça ce soir. Alors ça c'est ce qu'on appelle la rationalité de l'agriculteur. Les 2 champs que vous voyez là, c'est Jean-Claude Quillet à gauche et son beau-frère à droite. Ça fait 15 ans que ça dure. Et tous les ans, c'est pareil. Et il est super sympa, son beau-frère. On mange ensemble. Et je le chambre, je passe tout le repas à le chambrer. Je dis, mais putain, t'as encore des trucs nuls. Tu peux pas faire ce que... Demande à Jean-Claude de te le planter. Et il me dit... Oh, il dit, moi, mes conneries, je sais les faire. C'est déjà pas mal d'assumer ses conneries et de dire qu'il les maîtrise. Parce que tu peux maîtriser des conneries, je trouve que c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est un autre exercice. Alors, la rationalité, pourquoi les gens ne le font pas, pourquoi ci, pourquoi là. Alors, regarde, quand tu regardes les sols, ça fait 20 ans, regardez ça. Et puis, je vais passer très vite là-dessus aussi. Et on a Labour, 9 ans, chez le beau-frère. Puis, TCS. Il a quand même fait des TCS pendant 10 ans, ça fait 19 ans, la chronoséquence suivie. Et de l'autre côté, chez Jean-Claude, on a 2 ans de TCS et 17 ans de SCV. Matière organique, 1, 2, 4, 5. Bon, regardez tous les autres éléments. La biomasse microbienne, les nutriments contenus dans... Écoutez, ça paraît de la provocation. Eh bien, quand vous arrivez, le champ que vous avez vu là, grand sorgho, petit sorgho, vous prenez un balai, pendant l'été, vous arrivez, vous balayez la séparation entre les deux. Ils ne se séparent pas, ils sont côte à côte. Du côté du beau-frère, le sable est blanc, c'est des sables, il n'y a pas d'argile. C'est des sables purs calcaires. Il n'y a pas d'argile, le sable est blanc, et chez Jean-Claude, il est gris foncé. Quand moi j'ai dit qu'on pouvait on pouvait séquestrer de la matière organique dans les sols sableux, mes collègues de l'IRD, ceux qui avaient inventé le fractionnement de la matière organique d'ailleurs, quand même des gens qui ont fait des choses importantes, il m'a dit, mon ami, impossible. Il n'y a pas de colloïdes, c'est pas possible. Bon, allez, il faut que j'avance. Donc ça, je ne commente même pas des choses comme ça. Bon, ça, c'est chez Sandrine Gallon. On arrive à produire 8 tonnes de blé. Voilà, en SCV aussi.
Alors j'avais mis des trichoderma, j'ai fait des mélanges. Alors il y a un truc intéressant qui peut vous intéresser beaucoup. Je vous le dis, c'est pas anodin. Je travaille avec des gens qui font des bioproduits. Et je me suis dit que les gens ne passeraient pas de la chimie pure et dure, énorme, à gros impact, à des SCV bio, comme ça, en 5 minutes. Donc quelque part, j'ai mélangé les produits chimiques avec les produits bio. Donc j'ai coupé la moitié de la chimie et je l'ai complété par du bio. Ça marche, il y a des synergies colossales, on ne sait pas pourquoi. Hein. Moi je pensais que j'allais flinguer, qu'il allait avoir des antagonismes invraisemblable. Non, non, c'est tout, il n'y a pratiquement que des synergies. Mais c'est un truc de dingue. Alors comment ça marche ça aussi? Alors ça par exemple, je vous ai parlé des mauvaises herbes. Le monsieur là, il fait des SCB, il rate son herbicide. Il m'appelle au Brésil, il dit Lucien, j'ai raté l'herbicide dans le maïs, je fais quoi? Je lui dis ben tu fais rien. Comment? Il m'a dit comment je fais rien? J'ai dit moi j'en sais rien. Quel stade du maïs? Envoie-moi des photos. Il m'envoie le maïs, il avait 2-3 feuilles, j'ai dit foutu. Là maintenant tu tapes dessus, tu vas taper sur le maïs et tu n'auras pas les mauvaises herbes parce que ça fait effet parapluie. Les mauvaises herbes sont planquées sous les feuilles déjà qui retombent, tu laisses tomber. Alors il n'a pas fait vraiment avec plaisir. Et voilà ce que ça donne. Mais tu vois, on a fait 14 tonnes quand même. Alors là, tu ne le vois pas trop, mais tu vois les amarantes, c'est toujours les mêmes plantes qui poussent dans les chaumes de France, depuis le golfe du Lion jusqu'en Beauce. Il y a 3 plantes qui poussent toujours. Est-ce que vous croyez que quelqu'un l'a remarqué? Toujours. C'est l'épanis, c'est Echinocloa, le genre Echinocloa, c'est une graminée, l'épanis là. Elle pousse depuis le golfe du Lion jusqu'en Beauce. Ça croise quand même pas mal de chemins en cours de route et d'écologie. Il y a les amarantes aussi. Et les troisièmes, c'est les kénopodes. Ok? Ces 3-là, on aurait pris tout ça, on l'aurait semé dans le blé à la volée avant de le récolter, on aurait eu découvert, fait avec ces 3 plantes-là, puisque quand vous coupez, de toute façon, elles sont là, mais avec un pied ici, un pied là, des fois un peu plus. Donc je veux dire, la nature vous montre qu'il y a des plantes qui se foutent de la variabilité climatique qu'on affronte depuis 10 ans. Cette année, moi, je vais voir ça, mais il n'y a que moi qui regarde ça. Parce que je fais ces synthèses-là. Je regarde et je me dis, cette année, il y a encore plein de kénopodes partout, il y a plein de panis et il y a plein de trucs, il y en a à peu près partout. Et elles sont toujours présentes. Elles vous disent quoi? Le climat change, cette année c'était n'importe quoi, elles sont là. Il fait très sec, cette année il a fait très sec aussi, elles sont là. L'année d'avant, il fait très chaud, au printemps, je ne sais pas quoi, il ne pleut pas, elles sont là. Donc, je veux dire, on aurait pu déjà prendre toutes ces graines-là, surtout que ça fait beaucoup de graines et c'est facile à semer, faire un mélange et les mettre dans les chaumes pour avoir à tous les coups un couvert d'été. Alors ça c'est le maïs que vous avez vu semer tout à l'heure. Le maïs, tu sais, qu'on a semé dans le verre là, c'est maintenant là. Alors la première ligne est un peu dégueu parce que bon, c'est une ligne de bordure, mais dedans, il n'y a pas eu un gramme d'engrais. On a un maïs qui est beau quoi, vachement beau, et on l'a semé dans une masse verte comme ça. Voilà. Il n'y a pas d'herbicide, il n'y a rien, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est pour ça que je vous montre ces images parce que c'est les gens qui viennent voir après, ils disent vous avez desséché avec quoi là? On dit avec rien, c'est le semoir rancement qui a fait ça. C'est quand même, je trouve, sympa des techniques comme ça, qu'on découvre presque par hasard, mais qui montrent que la vanité d'avoir une tête formatée sur de la chimie ou sur... Et voilà qu'on ne sait pas sortir de ça. Donc moi je sais faire ça et je le fais tout le temps. Je revisite des choses et j'ose. Je fais, on verra. Je fais des hypothèses avant. Si vous êtes avec moi, je vais vous dire ce qui risque d'arriver. Je te l'ai dit, c'est le maïs qui va s'étioler. Peut-être qu'il va sortir tout jaune de tout ça. S'il arrive à sortir, on verra après comment il se développe. Mais pourquoi pas? Mais si je vais oser. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'insiste, quand vous passerez d'un système chimique à un système où vous avez décidé d'enlever la moitié de la chimie, vous allez avoir une peur pas possible. Qui va oser? Et c'est là que vous allez vous rendre compte du deuxième adage, c'est que la nature se refait à toute vitesse. Si vous mettez plus de pesticides, vous enlevez sur une partie de votre exploitation, une parcelle, vous enlevez, vous allez voir les auxiliaires qui sont là en pagaille. Et vous allez dire, ben ça alors, c'est incroyable. Mais non, mais c'est pas ça alors, la nature, c'est la nature. Ben oui. Alors regarde, mais c'est un maïs à moi ça. Il est sympa, non? C'est un maïs tropical. Lui il fait 1,80 m, notre ami, ça fait 100 mètres de haut quoi. Alors on a mis des tournesols géants que j'ai amenés, ça fait partie de ces cuisines dont je parle où j'ai amené des espèces un peu différentes pour monter des grosses biomasses. On parlait des grosses biomasses, un maïs il fait 15 tonnes hectares et en biomasse il fait quoi? 17 tonnes de biomasse, ouais, les plus costauds c'est par là quoi. Mais là on n'est plus là-dedans, là c'est le double, c'est quasiment le double. Voilà, regardez mes petits tournesols géants là. Alors, interdit de visiter le champ par jour de grand vent.
Parce que si un des capitules se décroche, il vous tombe sur la tête, l'hosto, direct, si vous ne mourrez pas. Voilà. Ah oui, ça pèse énormément. Ça ne rentre pas dans les seaux. On en a, d'ailleurs, il n'a pas été les chercher. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, tu aurais pu aller chercher les plus gros. Il y en a qui sont comme ça. Il m'a dit que ça pesait, je ne sais pas combien, 2 kilos, 1,5 kg ou 2 kilos le capitule. Oui, oui, il l'a coupé, il l'a pesé. Non, non, mais écoute, bon, on s'en fout. Alors, ah oui, je vous montre, regardez les amarantes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on peut les mettre dans les champs à la place des sauvages, et que ça, c'est de la bouffe macrobio et ça coûte très cher sur les marchés, on peut produire 1 tonne, 1,5 tonnes, 2 tonnes avec ce matériel-là. Alors, regardez comment j'ai fait pour libérer du temps, pour libérer de l'espace pour faire des couverts végétaux. Dans le soja, ils ont du soja. Ils gèlent presque quand ils sont en train de le cueillir. Eh ben, j'y semais 1 mois avant, j'y semais à la volée dans les sojas. Comme ça, je sème du blé tout jeune. Avant les premières gelées importantes, il s'implante. Après, il va prendre 7 mètres de neige sur la tête, mais il est préservé là-bas, protégé. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, on a gagné 2 tonnes, 1,5 tonne de rendement à l'hectare. Vous allez voir, c'est quand même assez... Moi, je suis assez... Je ris toujours, je suis content de moi. Alors, voilà, on balance à la volée. Voilà ce que ça donne dans le soja. Alors, le blé de printemps, on fait 4 tonnes. Le blé d'hiver, 6200, vous voyez, par exemple. Mais on a fait mieux. Cette année, on est monté à 7 tonnes. Alors, je suis sûr que les paysans français vont me remercier, les agriculteurs, parce qu'on est en train d'armer des agriculteurs par là-haut aussi. Ça peut changer beaucoup de choses. Oui, mais bon, ça peut aussi stimuler les agriculteurs français, ou au moins leurs dirigeants politiques, parce que c'est surtout eux, je crois qu'il faut stimuler, que l'innovation, c'est très important, et qu'il faut qu'on avance, quoi. C'est un peu mon propos. Hein. Alors, regardez les bio, là. Les SCV bio, ben, on a attaqué ça par ça. Avec du seigle. J'ai dit, vous voulez faire des SCV bio? Ben, je vais vous les faire. On va vous les faire. Alors, donc, pour moi, bio, SCV bio, c'est porosité, c'est l'entretien des propriétés, d'abord physiques, du profil culturel, cette biologie qu'il faut développer avec, et surtout les mauvaises herbes, dans la pratique. Pour passer du bio labouré au SCV bio, c'est les mauvaises herbes. C'est ça le grand truc. Chaque fois, ils sarclent. Et chaque fois qu'ils sarclent, ils ont labouré déjà, l'eau peut emporter la moitié du labour. Après, chaque fois qu'ils sarclent, s'il peut qu'il y ait une pente, il vient une grosse pluie derrière, hop, tout ça repart à la rivière. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. Mais je ne comprends pas comment on ait pu admettre qu'on développe ce genre de système en France. C'est vraiment de l'obscurantisme scientifique le plus... j'ai rarement vu ça. Moi, je suis atterré par autant de bêtises. Alors, on a monté ça, vous allez voir. Je n'ai pas toutes les diapos, mais j'en ai plein là-dessus. Vous voyez, avec un crêpeur, là, en rouleau. Il y a un mec dedans, là. Celui-là, le rouleau là, il est pas mal. Mais je préfère un crosskill, si j'ai un crosskill, je préfère. Il écrase. Quand tu as une végétation, tu vois, plus costaud, avec, où tu as 20 tonnes de biomasse sèche, avec des tiges et des trucs, bon ben lui, il suffira pas. Alors que le crosskill, avec son poids et ses aspérités et tout, il t'écrase tout. Je voudrais vous montrer ça. Il est quelle heure? Je vous montre ça et puis vous faites ce que vous voulez, on peut conclure. Moi, et comme vous aurez ça sous la main, de toute façon. Regardez cette propriété, regardez les ornées là. 85, 95, c'est là où j'ai monté le semi-direct. Il labourait ses sols, il faisait des monocultures. J'ai arrêté là, j'ai décompacté ici, on a gagné. Et ensuite, je suis passé à un SCV. Et j'ai intégré l'élevage à partir d'ici. En 1993, sa moyenne sur 1132, la courbe là, c'est les hectares de soja. On a fait 3400 kg de moyenne, d'accord? Avec une parcelle de 384 hectares à 4300 kg de moyenne. C'était en 1993. OK? L'année d'après, on n'a pas pu le récolter. Sinon, il y avait 4 tonnes, par là, 3 tonnes et demie de moyenne. On n'a pas pu le récolter, il pleuvait tous les jours, on a perdu des grains qui ont germé sur pied, tout bon. Et l'année d'après était à peu près normale, 3600 kg sur 1300 hectares. D'accord? 1993. J'ai regardé, vous allez voir où je vais en venir. Ces soja étaient faits avec super grosse biomasse. Il y avait 0 fongicide, ok, et il y avait un insecticide à 2 insecticides. Voilà ce qu'il y avait dans mon système SCV, grosse biomasse, beaucoup de sorgho notamment. Voilà. Alors, 30 ans après, disons 20 ans, 23 ans après, la moyenne brésilienne de l'état du Mato Grosso, c'est 3 tonnes. Donc, ça veut dire que 20 ans avant, j'étais à 3500 kg sur 1300 hectares. C'est pas quand même un petit jardin expérimental, 1300 hectares de soja. Et j'avais pas de pesticides dedans. Aujourd'hui,
ils sont à 3000 kg, mais ils sont à 4 ou 5 fongicides, plus de 5 à 7 insecticides. Et on fait 3 tonnes hectare. Et ce que je vais vous montrer dans le tableau, que je n'ai pas mis dans celui-là, mais qui est dans l'autre, je pourrais toujours le transférer demain si vous voulez, c'est qu'il y a toutes les années, la moyenne, vous verrez, eh bien la moyenne, elle ne bouge pas, malgré les OGM, malgré les techniques chimiques de plus en plus perfectionnées, eh bien on n'a pas bougé. Alors que 10 ans avant, je faisais plus de productivité et je n'avais pas d'intrants chimiques. C'est quand même un peu fort, non? Et là, je vous ai pris le cas. Alors ça, tout est mesuré, là, c'est du super truc. Je commande ça, il y en a pour 2 minutes. Fongicide plus insecticide, voilà les années. Donc ça va comme ça, 2007-2008 jusqu'à 2012-2013. Voilà, fongicide plus insecticide, 37 $ à 155. On l'a multiplié par 5. Et ainsi de suite. Donc les OGM, ça c'est mesuré, hein. C'est pas moi j'aime ou j'aime pas. Je vous ai dit les OGM, j'aime avec la biodiversité. Avec une gestion, avec beaucoup de plantes intelligentes. Là c'est des super armes. Là-dedans, c'est fini. Le Brésil est au bord du gouffre pour beaucoup de mecs, hein, aussi. C'est-à-dire ils sont en train de passer en rouge, je crois. Eh oui, parce que la charge chimique est devenue insupportable au prix où elle est. Alors quand vous regardez les semences là-bas, 40 à droite, 40, 143, on a multiplié, c'est les OGM là. Mais dans le maïs, c'est passé à 280 comme ici, voilà. Et les applications, on était à 44, on est à 83, on a doublé le nombre d'applications. Alors il y a des cultures comme le coton qui sont beaucoup plus chargées en pesticides, haute technologie. Regardez les fongicides, insecticides, hein, de 200 à 500 et quelques, 2,5. Les applications sont passées de 98 à 388. Voilà, les semences, c'est pareil. Enfin bon. Je veux dire, ce qui était venu, qui avait été annoncé par les transnationales, parce que c'est toutes des transnationales, les gouvernements, elles s'en foutent. Vous savez que le dossier de toxicologie du glyphosate a été fait par Monsanto. C'est quand même fort ça. Tu sors une molécule, tu dis qu'elle est super, mais c'est vrai, elle a aidé quand même beaucoup de monde dans ce monde. C'est une molécule extraordinaire. Mais comment toi, tu peux faire toi-même le dossier toxicologique de ton truc? Je vais m'arrêter là. Ah oui, c'est des crobards que je faisais. Bon, j'en faisais plein comme ça, des crobards. Et je les envoyais à mes copains pour rigoler un peu. Je dessinais beaucoup. J'ai fait des petites bandes dessinées, des trucs. Et cela, je l'avais dessiné à un moment et je l'utilise pour dire que les technologies, on peut essayer d'être un peu plus précis, quoi. Parce que là, le résultat n'est pas forcément garanti. Je suis sûr que l'éléphant, il n'aime pas, mais je ne suis pas sûr que la cible, on va la toucher à tous les coups, quoi.